Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance d'information sur le sentier des grands domaines de Sillery. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. C'est rapide à distance, mais ça prend quand même toujours quelques moments. Alors, la séance va débuter bientôt. Alors, parfait, Madame Bouchika, on peut commencer? Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue à cette séance d'information sur le sentier des grands domaines de Sillery. Je me présente, je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. J'ai le plaisir d'animer cette séance en ligne. On aurait bien voulu pouvoir vous rencontrer en personne, tel que promis lors de la dernière séance atelier de travail, mais la vie a décidé autrement, mais on voulait tout simplement, toutefois vous présenter le concept avant les travaux. Alors, on est là ce soir avec cette séance en ligne. On n'est pas très près de vous physiquement, mais quand même, il y a l'avantage, la beauté d'une séance en ligne, c'est que vous allez peut-être pouvoir nous écouter dans le confort de votre salon, peut-être même sur votre terrasse, peut-être même en train de prendre une marche parce qu'il y a des gens qui se joignent par téléphone. Alors, on essaye de garder le contact avec vous et merci beaucoup à tous ceux qui ont pu se joindre à nous ce soir. Alors, j'aimerais tout d'abord vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Alors, je vais vous demander au conférencier de faire un petit signe de la main pour que les gens puissent vous reconnaître. Tout d'abord, Madame Émilie Villeneuve, qui est conseillère du district Saint-Louis-Sillery, membre du comité exécutif de la Ville de Québec. Monsieur Rémi Normand, qui est président du conseil d'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec. On a M. Dominique Aubé, qui est le chargé de projet, conseiller en environnement. Il travaille au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Et il est accompagné du même service par Mme Marie-Josée Hamel, qui est architecte paysagiste au même service. Il y a également M. Frédéric Smith, qui est conseiller à la commémoration au service de la culture, du patrimoine et des relations internationales. On a également avec nous en régie Madame Marie Lagier, qui est chef d'équipe en consultation publique. Donc, elle nous assiste côté technique, puis elle va également gérer la période de questions parce que vous allez voir, je vais vous expliquer tout à l'heure, on ne peut pas le faire en personne, mais on va vous demander de poser vos questions par écrit et c'est ma collègue Marie Lagier qui va pouvoir poser vos questions. Afin que les intervenants puissent répondre. Alors, avant de vous présenter le déroulement, j'inviterai tout d'abord Madame Émilie Villeneuve à faire un mot de bienvenue. Madame Villeneuve? Merci beaucoup, Christina. Alors, bienvenue à cette consultation publique. Ça fait quelques-unes là, qu'on fait, puis ça se déroule quand même relativement bien. Donc, j'espère que vous allez apprécier à distance. Évidemment, ce soir fait suite aux ateliers de co-création qui ont lieu au domaine Cataraqui il y a déjà plusieurs mois. Mais entre-temps, il y a énormément de travail qui a été fait. Donc, je suis certaine là, que vous allez être très, très content de voir le résultat de tout ce travail. Puis vous avez là, les bonnes personnes autour de la table pour pouvoir vous répondre adéquatement aux différentes questions que vous pourrez avoir. Je profite également là, de ma prise de parole pour saluer la présence de Joëlle Boutin, qui est la députée de Jean Talon, avec qui, évidemment, qu'on collabore sur ce projet-là par le gouvernement du Québec, évidemment, qui met quand même beaucoup de sous. Alors, voilà, bonne soirée.
Merci beaucoup, Madame Villeneuve. Alors, quelques mots sur l'objectif et le déroulement de la rencontre. En fait, c'est pas bien différent qu'une rencontre en présentiel. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont déjà habitués à nos rencontres d'information. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter le concept d'aménagement du sentier des Grands Domaines de Sillery avant que les travaux commencent, donc avant que les derniers détails soient réglés. Et également de répondre à vos questions. Donc, pour le déroulement, après le mot de bienvenue, je vais présenter aussi quelques minutes les fonctionnalités de base de Zoom. Il y a peut-être des gens qui sont déjà habitués, mais il y a peut-être d'autres citoyens pour qui c'est la première expérience Zoom. Alors, on va juste vous présenter comment vous pouvez participer dans la période de questions. Par la suite, on va avoir la présentation du projet et la période de questions qui va se dérouler par l'outil questions-réponses. Alors, je vais demander à ma collègue juste de présenter, on a préparé une diapo pour vous montrer les fonctionnalités de base de Zoom. Donc, en fait, vous allez avoir tous nos panélistes, leur caméra est activée. Les citoyens, donc on utilise un mode webinaire. Donc, tous les participants peuvent écouter, peuvent voir la présentation. Et donc, vous allez avoir ici la possibilité de lever la main. Ou bien, encore mieux, c'est de poser une question. En fait, on utilise lever la main si jamais il y a des gens par téléphone, ou, donc c'est plus difficile d'utiliser ou qui ont des difficultés d'écrire, qui n'ont pas de clavier, tout ça. Donc, on a aussi la possibilité d'ouvrir le micro, mais on privilégie vraiment l'outil questions-réponses. Donc, à la période de questions, en cliquant sur la petite icône QR, bien, il va y avoir une fenêtre qui s'ouvre. Vous allez pouvoir taper votre question et on va pouvoir vous répondre en ligne comme si vous serez venu au micro. Donc, ma collègue Marie Lagier va pouvoir lire la question et on va pouvoir répondre. Alors, on va essayer que la rencontre se déroule rondement. Puis, merci encore pour votre participation. Alors, on va pouvoir arrêter le partage d'écran. Puis, je vais donc, on est rendu à la période de présentation du projet. Alors, on va, le temps qu'on prépare la présentation, donc on a 3 personnes qui vont faire la présentation. Tout d'abord, il va y avoir M. Dominique Aubé, suivi de Mme Marie-Josée Hamel, puis de M. Frédéric Smith. Alors, M. Aubé, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, c'est avec grand enthousiasme que l'équipe est présente ce soir pour présenter les résultats de plusieurs mois de travail, de réflexion et d'écoute des préoccupations. Alors, on est bien heureux de vous présenter où on en est avec l'évolution du projet du Sentier des Grands Domaines de Sillery. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. La présentation va être séparée en 7 grandes étapes. Donc, on va remettre un petit peu en contexte l'évolution du projet. Ensuite, on va discuter des conclusions et des réflexions qui ont été partagées avec nous lors de l'atelier participatif réalisé en novembre 2018 avec les citoyens. Et on va ensuite présenter le concept d'aménagement du Sentier des Grands Domaines de Sillery, la phase 1. Et puis, on va revoir ensemble un petit peu la visite du site et le tracé proposé pour le sentier. Et en 5e élément, on va entrer dans le concept en tant que tel là, par rapport au concept architectural, donc la signature architecturale qui sera retenue pour le projet. Ensuite, on va également parler d'une section qui est très importante dans le projet, donc tout le volet interprétation du site en question. Donc, on va en parler et on va également dresser un rapide portrait des prochaines étapes qui sont prévues d'ici à la réalisation du projet. Donc, très rapidement, une petite mise en contexte pour les gens qui n'étaient pas parmi nous en novembre 2018 pour l'activité d'atelier participatif. Rappelons que le projet en question se discute depuis plusieurs années avec plusieurs instances là, dans la région, donc depuis 2007 environ. Les premiers concepts d'aménagement, les premiers sketchs, les premières réflexions ont été produits notamment en collaboration avec les gens de la Commission de la capitale nationale, le groupe Rousseau-Lefebvre en 2008.
donc il y a passablement longtemps. Et l'idée de réaliser l'ensemble du sentier a été intégrée en 2016 dans le programme particulier d'urbanisme du site patrimonial de Sillery et des environs, le fameux PPU. Ensuite, c'est en 2018 qu'on a eu la chance de recevoir une subvention de 3 millions du gouvernement du Québec par le biais du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour réaliser la phase 1 du projet. Et puis, rapidement, on s'est mis en route pour la réalisation, la conception du projet. Et le démarrage de cette phase 1-là du projet a été initié avec l'atelier participatif, justement, qu'on a tenu en novembre 2018. Alors, rapidement, on dresse un portrait pour mettre la table. Je passerai la parole à ma collègue Marie-Josée Hamel pour la suite. Alors, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui de façon virtuelle pour vous montrer comment on va aménager votre beau sentier. Alors, je vais commencer par vous faire un bref compte-rendu de l'atelier participatif qui a eu lieu le 25 novembre 2018, où on vous invitait au domaine Cataraqui à venir nous rencontrer et nous faire part de vos préoccupations, vos idées, vos commentaires en lien avec l'aménagement du sentier. En fait, vous vous souviendrez peut-être, ceux qui étaient là, qu'on avait organisé des visites de terrain sous la neige cette journée-là. Et ensuite, on recueillait vos commentaires là, sous forme de discussion individuelle au domaine Cataraqui. Alors, concernant les ambiances à préconiser, vous vous souvenez peut-être aussi qu'on vous avait présenté des images de différentes options possibles où on vous invitait à voter pour les images qui correspondaient le mieux à vos attentes. Donc, suite à la compilation de tous vos commentaires et aussi à tous vos votes sur nos images, on peut dire qu'on a eu un message assez clair de votre part, en fait. Si on peut se permettre de résumer en une seule phrase la majorité de vos attentes et de vos demandes, on peut dire que le sentier doit être aménagé sobrement, de façon à respecter son environnement naturel et pour s'insérer harmonieusement dans son milieu tout en révélant l'histoire du lieu. Alors, de cet atelier participatif-là, les grands objectifs du projet ont été énumérés. On a 7 grands objectifs. Il s'agit de donner à la population un sentier sobre, agréable et sécuritaire. On veut aussi mettre en valeur la diversité des milieux rencontrés et aussi le patrimoine. On veut préserver la qualité de vie et l'intimité des propriétés traversées. On veut préserver le milieu naturel, on veut conserver l'aspect naturel des lieux, donner un accès à la falaise et aussi au point de vue qu'on a sur le fleuve Saint-Laurent. Et finalement, on veut lier efficacement le sentier au quartier et au fleuve Saint-Laurent. Voici le concept de la phase 1 du projet. En fait, le pointillé bleu que vous voyez ici, c'est le sentier piétonnier qu'on propose au sommet de la falaise. C'est un sentier qui aura 1,3 km de long. On voit aussi qu'on a un lien dans la falaise ici. J'espère que vous voyez bien mon curseur, là. Alors, il y a un lien dans la falaise ici qui aura une longueur de 150 mètres de long et où on a un dénivelé assez important de 45 mètres de haut. Le pointillé jaune que vous voyez ici représente en fait le tracé de la piste multifonctionnelle qu'on va réaliser dans le cadre de ce projet. En partie, je vous explique sous peu. Donc, à terme, ce tracé-là aura 0,7 km de long. Alors, il débute dans le rond-point de la rue du Cardinal-Persico et il termine au nord sur le chemin Saint-Louis.
Il faut dire que seulement la partie sud de ce tronçon de piste multifonctionnelle-là va être réalisée dans le cadre de la phase 1 de notre projet. Parce que les terrains dans la partie nord ne sont pas encore disponibles et il reste des petites ententes à avoir. Donc, on va faire la partie sud seulement. Et on voit aussi qu'on propose un autre tracé piétonnier dans l'axe nord-sud ici, qui va venir relier le sentier à la piste multifonctionnelle et qui va permettre aux promeneurs de venir apprécier le paysage grâce à une aire de repos à la jonction de ces deux sentiers-là. Et puis, ça va permettre du même coup de faire une forme de boucle du sentier là, en attendant qu'on poursuive l'autre partie du projet. Alors, question de bien s'imprégner du projet. On va faire une petite visite virtuelle du projet. L'idée ici, c'est de vous montrer à quel point le parcours du sentier traverse une belle et grande diversité de milieux. Hein, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les unités de paysage. Alors, pour la suite, je vais vous montrer où sont les aires de repos. À la suite, je vais vous montrer où sont les aires de repos parce que vous avez été nombreux lors de l'atelier du 25 novembre à nous demander d'ajouter beaucoup d'aires de repos. On va regarder ça ensemble où on va mettre des aires de repos, des aires de détente. Alors, on commence la visite à l'est. En fait, on est à l'est de notre phase 1 du projet, c'est-à-dire on part du côté de l'église Saint-Michel, où le premier paysage qu'on va traverser, c'est ce qu'on a appelé la friche. Hein. C'est la friche, c'est des jeunes arbrisseaux. C'est un paysage au départ qui semble, avant qu'on ait des feuilles, qui semble très ouvert, mais en fait, quand les feuilles poussent, ben, on voit que c'est un paysage qui est très fermé et ce sont des petits arbrisseaux qu'on y voit. Ensuite, on va traverser le boisé clairsemé. Le boisé clairsemé, c'est un paysage qui est ouvert, qui offre de belles vues sur le fleuve. On va retrouver de nombreux arbres matures et c'est un site qui va être très ombragé quand les feuilles vont pousser également dans les arbres. On arrive ensuite à la campagne. La campagne, c'est un paysage qui est ouvert, où on a une ambiance évidemment campagnarde. On va retrouver prairies, prés verts et même, on a dans cette section-là un jardin communautaire. Ensuite, c'est le boisé dense. Le boisé dense, c'est un boisé d'arbres de grosseur variée qui est à flanc de montagne et où on a des zones de forte pente. Et finalement, on arrive sur le parterre gazonné. En fait, c'est le domaine Cataraqui. C'est un lieu qui est dégagé, plutôt formel. Hein? On est dans un environnement plus solennel à cet endroit-là. Alors, ici, vous pouvez voir un plan qui montre la répartition de ces paysages-là ou de ces unités de paysages-là sur le site. Donc, en ajoutant le tracé ici en rouge, on voit bien que le promeneur, le long de la falaise, va traverser toutes ces ambiances-là lors de sa visite là, sur le sentier. Donc, c'est une très, très belle richesse à exploiter dans le cadre du projet. Ici, je vous montre les différents revêtements de sentiers qu'on va retrouver dans le projet. On va avoir majoritairement des sentiers en poussière de pierre, comme vous pouvez voir à la gauche de cet écran-là. Par contre, dans certains secteurs, on va conserver les sentiers sur terre battue, le sentier existant sur terre battue, parce qu'il faut dire que le tracé qu'on propose le long de la falaise est pratiquement le même que le tracé existant qui s'est fait au fil des années. Donc, on repasse sur ce tracé-là. Et là, on aura des sections en terre battue aux endroits où il y a de la sensibilité au niveau de la proximité des arbres et des racines. On ne veut pas se permettre d'aller excaver pour faire des fondations, pour faire un sentier en poussière de pierre. On va laisser ces portions de sentier-là en terre battue. Et finalement, on va avoir des escaliers et des passerelles de bois dans les secteurs les plus escarpés. Hein. Puis aussi, la largeur de tous ces sentiers-là sera de 1,5 mètres.
voyez ici un plan qui montre l'emplacement des aires de détente qu'on va intégrer au projet. En fait, elles sont représentées par les ovales verts que vous voyez ici. Il va en avoir 10 au total le long du parcours. Il y en a 2 qui vont être en fait des belvédères au-dessus de la falaise et où on va avoir des vues panoramiques sur le fleuve. Vous voyez là les vues qui seront dégagées vers le fleuve, ce sont les triangles rouges que vous voyez sur le plan. Et on voit ici la vue que va offrir le belvédère le plus à l'est du sentier. On voit ce que ça va offrir comme vue en été et aussi au printemps et à l'automne. Ce sont vraiment de très belles vues là, sur le fleuve. Dans les autres aires de repos, il va y avoir des bancs. Des bancs pour se reposer, aussi pour apprécier la beauté du paysage. Donc, les triangles verts que vous voyez là, sur ce plan-là montrent les ouvertures de vue qu'on aura soit vers un paysage ou un bâtiment historique. Alors, on passe à la signature architecturale du projet. En fait, je vous présente l'aspect maintenant, on passe à l'aspect esthétique du projet et plus précisément les éléments architecturaux et les éléments d'interprétation qu'on va intégrer au projet. En fait, le principal objectif de l'intégration de ces éléments-là, c'est de s'assurer que tous ces éléments construits-là vont bien s'intégrer dans le paysage. En fait, on veut éviter d'avoir des structures trop monumentales ou trop massives qui vont empêcher de faire ressortir les belles vues sur les paysages. On veut d'abord faire ressortir le paysage et non les structures. Puis c'est aussi ça que vous nous aviez demandé lors de l'atelier de 2018. En fait, ces objectifs-là apportent un défi assez particulier au niveau de la conception. C'est celui de se différencier de ce qu'on retrouve comme aménagement dans les parcs nature. Hein. On recherche, tout comme dans un parc nature, la sobriété, on recherche le respect du lieu. Mais nous, on veut en plus avoir une forme de distinction. On veut une certaine élégance dans le projet et on veut que ce projet-là ait une signature unique. OK. Bon, je vous montre ici des images d'inspiration qui ont servi pour déterminer la signature du site, qui nous ont inspirés. En fait, ce qu'on veut, c'est une signature, comme je le disais tout à l'heure, qui est distinctive et circulaire pour mettre en valeur le paysage. Donc, on peut voir que le matériau dominant qu'on va retrouver dans les structures, c'est le bois. Hein? On va voir beaucoup de bois dans les structures. On va essayer d'éviter les vues sur les beaux paysages et le fleuve en proposant des garde-corps qui vont avoir une signature très aérée. Aussi, on veut favoriser les lignes courbes, autant dans le mobilier que dans les belvédères. Et on voit aussi à travers toutes ces images-là que l'idée du rythme revient. Cette idée de rythme-là, de multiplication de bandes verticales, vient du principe que tout au long du parcours, on passe d'un domaine à un autre. Donc, il y a un certain rythme dans l'expérience que va vivre le promeneur là, le long de son parcours. C'est donc cette verticalité-là qui sera plus ou moins haute selon les éléments qu'on va retrouver là, à travers les éléments architecturaux. Pour ce qui est du mobilier, on peut voir ici le banc qui est proposé. C'est un banc qui a une petite touche contemporaine où on retrouve aussi cette idée de rythme-là et de répétition. On voit avec les petites lamelles de bois que c'est aussi un banc qui est peu massif et qui s'intègre très bien au paysage. Bon,
En ce qui concerne les éléments d'interprétation, il faut dire qu'on a 3 niveaux d'interprétation sur le terrain. Il y aura de l'interprétation dans les portails d'entrée, on aura les seuils aussi, je vais tout vous montrer ça plus loin, et on a également les haltes d'interprétation. Moi, je vais vous présenter le contenant de tous ces éléments architecturaux-là. Et Frédéric Smith, plus tard, va vous expliquer le contenu, ce qu'on prévoit mettre à l'intérieur de ces haltes d'interprétation-là. Alors ici, on parle des portails d'entrée. On va avoir au total 4 portails d'entrée sur le site. On en a une au bas de l'escalier de l'église Saint-Michel. On aura aussi une autre entrée au bout de la rue du Cardinal Persico, une autre au chemin Saint-Louis et finalement une autre au chemin du Foulon. Ici, vous voyez la signature qu'on propose pour les portails d'entrée. En fait, il faut dire que parmi les structures qu'on propose, s'il y en a une qui mérite d'avoir un petit peu plus d'ampleur et de hauteur, c'est bien celle des portails d'entrée. Parce qu'il est bien évident qu'on veut pouvoir voir de loin les portails, on ne veut pas les chercher, donc c'est important qu'on dose un petit peu puis qu'on mette un peu plus d'ampleur dans ces portails d'entrée-là. Donc, c'est une structure verticale qui va avoir jusqu'à 7 pieds de haut. La partie du bas, le premier 3 pieds du bas est opaque. Ce sont des pièces de bois qu'on voit. Donc, c'est opaque. Par contre, dans la partie du haut, les pièces de bois sont espacées pour permettre de voir les paysages qui sont en arrière-plan. Aussi, on intègre un panneau à cette structure-là, le panneau où on pourra avoir 2 faces pour afficher les informations qu'on souhaite mettre au projet, comme on peut voir sur le petit plan ici en bas. Et aussi, c'est important de mentionner qu'on a 2 formats de portail. On a celui de gauche qui est le plus grand portail parce qu'on a des entrées plus grandes. Et on aura aussi un portail de dimension plus petite parce qu'on a des secteurs où les entrées sont plus petites. Alors ici, on voit comment pourrait être présentée l'information sur les panneaux du portail, où on va graver du texte sur un fond foncé et où on aura un texte de couleur jaune. Vous voyez d'ailleurs à la prochaine qui s'en vient. Vous voyez donc ici une image là, de la carte qui pourrait être insérée là, dans le portail d'entrée où on voit l'écriture de couleur blanche sur un fond noir. Et on propose également ici la signature graphique là, du sentier des grands domaines de Sillery sur un fond noir encore là, mais d'écriture jaune. Je vous présente ici la vue en plan de 2 de nos 4 portails. En fait, à gauche, vous voyez le portail de l'entrée de la rue du Cardinal Persico, qui est de plus grande dimension, où on voit le début du sentier piétonnier, ici en bas, et on a également le début de la piste multifonctionnelle ici en haut. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que le portail d'entrée, le revêtement du sol des portails d'entrée sera de la pierre plate naturelle, une pierre qu'on va vouloir très lisse et uniforme, et où on va avoir une insertion de granit, où on va graver du texte, un texte qui va être en lien avec l'ambiance qu'on s'apprête à découvrir. Et les petites lignes que vous voyez ici, et ici, de chaque côté de l'entrée piétonne, ce sont les portails de bois que je vous montrais, les pièces de bois verticales que je vous montrais tout à l'heure. On voit qu'on aura exactement la même configuration là, dans le cas des portails de plus petite dimension. Ici, c'est celui de l'entrée du chemin des Foulons. Et aussi, parce que vous l'avez demandé à plusieurs reprises, chacun de nos portails va intégrer une poubelle. À chaque entrée, on aura une poubelle.
Vous voyez ici l'illustration 3D qui montre le portail d'entrée de la rue du Cardinal-Persico, où on voit à droite là, la piste multifonctionnelle qui prend son départ là et le sentier piétonnier de ce côté-ci. On est rendu aux haltes d'interprétation. En fait, il va y avoir au total 5 haltes d'interprétation au projet. Il y en a 2 qui vont être dans des aires de repos et il y en a 3 qui vont être intégrés dans les belvédères qu'on propose. En fait, il s'agit d'offrir un mobilier dans les haltes d'interprétation où on va intégrer 2 ou 3 éléments, 3 paragraphes, pardon, où on va parler de l'histoire du lieu et du contexte. Donc, dans le cas où la halte d'interprétation est située dans une aire de détente, une aire de repos, on prévoit 2 éléments signalétiques. On va avoir un texte court et inspirant qui va être directement installé sur le banc et un autre élément avec un texte historique qui va être installé sur un panneau de type lutrin qui va être situé à proximité du banc. Donc, on peut voir ici la tranche là, et, qui montre un peu le profil de ce panneau-là et on a une vue là, du panneau ici qui présente ces éléments-là. Quand on va être dans les belvédères, le contenu de l'interprétation, lui, va être intégré au garde-corps des belvédères. On le voit ici, comment le panneau est inséré sur le garde-corps du belvédère et on voit un peu la forme de contenu qu'on peut intégrer dans ces belvédères-là. En parlant de garde-corps, je vous présente en même temps la signature architecturale de nos garde-corps de belvédère. Donc, vous pouvez constater qu'on retrouve encore l'idée du rythme hein, que je vous présentais tout à l'heure, avec la verticalité des barreaux. Donc, nos garde-corps seront une combinaison de bois et de métal qui va offrir beaucoup de transparence pour vraiment pas obstruer les vues intéressantes. Vous voyez ici l'illustration 3D de notre principal belvédère près de la rue Cardinal-Persico, où vous pouvez voir ici le panneau qui est inséré sur le garde-corps du belvédère. Et je porte aussi votre attention là, sur le banc qui est en cercle ici, derrière le belvédère. Et pour ceux qui connaissent très bien le site, je peux vous dire que c'est ce banc-là qui va remplacer le célèbre bloc de béton qui sert de banc actuellement sur le site. On est rendu au seuil. En fait, les seuils, ce sont des structures qui vont marquer le passage d'un domaine à un autre. Hein? On va en retrouver 4 au total sur le site et on va utiliser ces structures-là pour indiquer le nom du domaine sur lequel on s'apprête à traverser et on va en profiter pour présenter une photo d'époque du domaine en question et aussi une courte phrase en lien avec son histoire. Vous voyez ici à quoi va ressembler ce seuil-là. Donc, on continue toujours avec notre idée de rythme et de verticalité où on insère un panneau qui aura 3 faces pour afficher du contenu. 3 faces, c'est que j'inclus la tranche du dessus ici où on peut intégrer du texte et des informations. Vous avez l'illustration 3D de ce seuil-là. Ici, on s'apprête à entrer sur la propriété de Benmore. Alors, ici, je vous montre à quoi vont ressembler les aires de détente, les aires de repos. On voit là, la vue en plan de 2 aires de repos dans la partie du bas de cette image-là. Donc, ce sont des aires de repos circulaires avec le banc. Ici, c'est un banc circulaire autour d'un arbre. Ici, le banc, c'est un arc de cercle circulaire. Et on voit sur les photos là, qui sont ici là, comment ce banc-là, ce mobilier-là s'intègre bien dans le paysage. La forêt marine.
En fait, la forêt marine, c'est un lieu qui est dédié aux enfants, qui est situé à proximité d'une aire de repos, l'aire de repos pour les parents à proximité, hein, et aussi à proximité de la piste multifonctionnelle. Euh, et puis, cette aire-là, pour les enfants, va offrir des éléments ludiques qui vont s'inspirer du monde marin. En fait, comme on voit un petit peu à la droite de la diapositive ici, des souches en bois pour sauter, amuser les enfants et même une proue de bateau là, dans le paysage. Là, en fait, l'idée dans tout ça, c'est de faire un petit clin d'œil aux chantiers navals de l'époque qui sont à l'origine, en fait, de la création de nos merveilleux domaines. On voit l'illustration 3D de cette aire de repos-là. Vous voyez la proue ici et plus loin en arrière, là, vous voyez les souches pour les enfants. Je vous présente maintenant la charcotte. La charcotte, ici, vous voyez les images d'inspiration pour la charcotte. Hein? On voit encore que le bois domine, que les formes circulaires sont encore souhaitées dans cette charcotte-là. Vous voyez l'image en haut à droite où on voit l'escalier qui se rapproche le plus près possible de la topographie du terrain. On ne veut pas des escaliers trop grimpés dans les airs. C'est sûr que ça va être difficile de toujours être comme cette photo-là. Ce ne sera même pas possible partout parce qu'on a des endroits où la falaise est extrêmement escarpée. Le tracé proposé de la charcotte est représenté ici avec ces images-là. Bien sûr, vous ne voyez que quelques arbres là, pour bien voir l'image, mais évidemment, on est dans la forêt et il y a plein d'arbres à travers ce tracé-là. Ce qu'il faut que je vous dise ici, c'est qu'initialement, au début du projet, on prévoyait faire une combinaison d'escaliers et de sentiers empaillés ou des sentiers de criblure là, au sol, dans la falaise. Mais on s'est rendu compte, après avoir fait plusieurs scénarios, notre consultant ingénieur nous a présenté différentes options et on s'est rendu compte, à travers ces scénarios-là, que ça n'allait pas être une bonne idée de faire des sentiers au sol parce qu'on a une topographie très escarpée. Ça allait nécessiter beaucoup, beaucoup de remblais. Ça allait créer des problèmes de drainage dans la falaise et on allait devoir couper de nombreux arbres. Alors, vous comprendrez qu'on ne voulait pas se rendre là, on ne voulait pas aller dans cette option-là. Ce n'était pas souhaitable du tout pour le projet. Alors, on a pris la décision de faire un lien dans cette falaise-là qui sera uniquement composé d'escaliers et de passerelles. Et je porte votre attention sur cette image-ci. Où je vais vous montrer qu'au niveau de la construction, on s'est penché sur le mode de construction qui minimiserait les excavations dans la falaise. Donc, au lieu d'avoir 4 poteaux sur les 4 coins d'un palier d'escalier, par exemple, on aura un poteau central qui va nécessiter qu'une seule excavation dans la falaise. Vous voyez ici une aire de repos ou au belvédère aussi dans la Charcotte où on voit là, le mode de construction là, avec seulement 2 pieux là, pour soutenir tout ça. On limite les excavations dans la falaise. Et je termine en vous montrant des illustrations 3D de notre belvédère principal, le plus gros belvédère à la proximité de Cardinal Persico. Et notre autre belvédère qui est dans l'axe nord-sud, près de Benmore, où on a un petit belvédère de plus petite dimension avec encore des vues intéressantes sur le fleuve. Alors maintenant, je vais passer la parole à Frédéric Smith qui va nous présenter le concept d'interprétation de ce merveilleux projet. Oui, merci beaucoup Marie-Josée. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être en si grand nombre par une si belle soirée, ce qui montre à quel point vous êtes intéressés par le projet et par la mise en valeur du vieux Sillery. Alors, Marie-Josée nous a présenté la forme. Je me propose de vous parler un peu plus du fond. Revenons tranquillement dans la présentation. Voilà.
Alors, vous avez été à même de constater tout à l'heure dans la présentation de Marie-Josée de quelle façon on a tenté de répondre à vos préoccupations, les préoccupations qui avaient été émises lors de l'atelier du 22 novembre 2018. Alors, on rappelle les grandes lignes rapidement. On parle... Oh, ça change tout seul. On revient. Excusez-moi, pour une raison que j'ignore. Peut-être J'ai perdu. Marie-Josée, si c'est possible. OK, parfait. Voilà. C'est Alors, Marie-Josée qui a le contrôle. Oui. alors, les attentes des citoyens, on évoquait la sobriété dans l'aménagement, le respect de l'environnement naturel, l'importance de révéler l'histoire des lieux traversés. Un certain consensus s'était dégagé également à propos de l'interprétation, ne devait pas nuire au caractère naturel des lieux et devait favoriser une installation dans les milieux anthropiques, donc ceux qui sont aménagés par l'humain. Évidemment, on pouvait voir peut-être une forme de contradiction dans ces enjeux-là, c'est-à-dire être le plus naturel possible, tout en voulant se faire raconter une histoire. Alors, la stratégie qui a été adoptée, c'est en partie ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire de se référer à 3 types de signalisation et d'interprétation: les portes d'entrée, les portails d'entrée, les seuils et les haltes d'interprétation. Le gros de l'interprétation sera à l'intérieur de ces haltes qui font en sorte que le visiteur pourra bifurquer un peu du sentier, aller se reposer, contempler et aussi lire un peu sur l'histoire du lieu. Mais il y aura quand même des éléments sur le portail et le seuil, des synthèses de la synthèse en quelque sorte, pour que la personne qui souhaite tout simplement rester sur le sentier puisse avoir un minimum d'informations pour bien apprécier la richesse de ces éléments que le visiteur traversera. Ce fut également l'occasion lors de cet atelier de discuter, de proposer des noms pour ce sentier. Et plusieurs noms ont été proposés. Celui qui revenait le plus souvent, qui nous semblait le plus approprié pour bien caractériser l'ensemble du projet, qui à terme devrait aller du parc du Bois-de-Coulon jusqu'au parc Beauvoir. Alors, c'est simplement le sentier des grands domaines de Sillery. C'est important de faire ressortir l'aspect grand domaine, tout en le situant sur le territoire, en mentionnant bien sûr le nom de Sillery. Donc, sur l'ensemble du projet, ce que l'on tâchera de faire, c'est de faire ressortir, d'une part, la valeur paysagère du lieu. Donc, on va décrire les éléments qui confèrent une forte valeur paysagère au lieu, comme le découpage des terres sur le régime français, la densité des habitations, notamment par rapport à la réalité ouvrière. On a 2 noyaux ouvriers qu'on traversera dans le projet, dans le secteur de Saint-Michel et au bas de la falaise, dans le secteur du chemin du Foulon. Et évidemment, il y a des éléments essentiels dans le paysage, les boisés, les prairies, les parterres d'apparat, les arbres matures isolés également. Lorsqu'on parle de valeur paysagère, un instant, je reviens. On veut témoigner aussi de l'influence du mouvement pittoresque dans l'organisation du paysage de Sillery au 19e siècle. C'est un mouvement qui avait été inspiré aux Anglais par les Italiens au 19e siècle, qui incarnait une forme de retour à la nature, qui était subtilement dirigée par l'humain. C'est une forme de rébellion un peu contre les parcs plats et géométriques des Français. On a juste à penser, par exemple, aux jardins de Versailles de Le Nôtre, qui sont très, très structurés, géométriques. Alors, inspirés par des peintres italiens, les Anglais ont préféré revenir à une organisation plus naturelle. Et c'est pour ça qu'on va voir des tracés sinueux, des parterres aux formes éclectiques, des rocailles alpines également qui apparaissent à partir du milieu du 19e siècle, notamment parce qu'on voyageait de plus en plus. Les moyens de transport au 19e siècle se sont démocratisés et il y a toutes sortes de paysages qui se sont ouverts aux Européens notamment et qui ont inspiré la création de ces rocailles. Vous voyez en bas à droite la rocaille Mary Stuart à Cataraqui, qui est en droite ligne avec cette influence-là. On parle de boisés naturels également, des plantations en bordure des allées et des belvédères. Donc, tous des éléments qui nous ont inspirés dans l'aménagement du sentier qu'on vous présente ce soir. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de la valeur architecturale. Donc, on décrira les éléments du cadre bâti qui confèrent une forte valeur architecturale au lieu. Évidemment, on parle des noyaux ouvriers, comme je le mentionnais tout à l'heure. Il ne faut pas les oublier. Il y a des grands domaines, mais il y a aussi ces noyaux-là qui nous sont très précieux. Et on témoignera aussi de l'influence de l'architecture pittoresque. Donc, de quelle façon ces valeurs-là
du mouvement pittoresque ont influencé l'architecture des domaines. On pense notamment au fait que les domaines se sont agrandis en largeur plutôt qu'en hauteur. Des portes-fenêtres également venaient briser la frontière entre l'extérieur et l'intérieur. Des coloris verts également sur les bâtiments secondaires qui sont disséminés un peu partout sur le domaine sans réel agencement ordonné. Donc, tout ça vient de l'influence de l'architecture pittoresque et évidemment le domaine Cataraqui qu'on traversera dans la phase 1 du sentier. Et le plus bel exemple que l'on a au Québec de ce type d'architecture pittoresque-là et de domaine pittoresque, puisque tous les éléments descriptifs s'y retrouvent de façon assez évidente. Et enfin, bien sûr, la valeur historique des lieux. Donc, on présentera sur l'ensemble du projet les grandes étapes d'occupation, de l'occupation amérindienne jusqu'au 20e siècle, dans le fond, à partir de 1964, entre autres, avec la création d'arrondissements historiques de Sillery. Et entre les deux, évidemment, il y a l'implantation française, l'après-guerre de 7 ans, l'œuvre des marchands de bois britanniques, à qui on doit la majorité de ces grands domaines pittoresques. Ceux que j'appelle aussi les derniers victoriens. Il y a certaines familles anglophones qui sont demeurées à Québec au 20e siècle et qui ont un peu poursuivi l'art de vivre de la bourgeoisie anglophone issue de l'esprit victorien, jusqu'en 1972, dans le fond, à la mort de Catherine Rhodes, la dernière propriétaire privée du domaine Cataraqui. Et il ne faut pas oublier non plus l'empreinte des communautés religieuses, la première Jésus-Marie qui s'est installée à partir de 1869 et qui, par bonheur, on traversera les terrains, dans le fond, de Jésus-Marie, ce qui nous permettra, à l'intérieur de la phase 1, de traverser presque toutes ces grandes étapes d'occupation du territoire. Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté de la mise en valeur du patrimoine archéologique du site patrimonial de Sillery. Lors de phases ultérieures, il y aura des opportunités fort intéressantes d'y revenir à ce patrimoine archéologique-là, un peu moins dans la phase 1, quoi qu'on l'évoquera à certains égards. Il y a des fouilles archéologiques, entre autres, qui ont été effectuées à Cataraqui en 2009 et 2010 et qui nous ont montré de belles choses. Si on va un peu plus dans le détail de la phase 1, donc là, je viens de parler des grands axes pour l'ensemble du projet. Maintenant, la phase 1 nous permet de nous concentrer sur certains éléments et ces éléments-là seront repris dans les haltes d'interprétation qui nous permettront de creuser pour qui aura envie de le faire, creuser un peu plus l'histoire de ces lieux à travers les lutrins que vous présentez tout à l'heure, Marie-Josée. Donc, évidemment, si on commence, par exemple, si on y va d'est en ouest, on commence dans le secteur de l'îlot paroissial de Saint-Michel, qui est notre thème principal pour ce secteur-là. On pourra l'évoquer sur le portail d'entrée qui nous permet d'accéder au sentier dans ce secteur-là et rappeler donc que les marchands de bois ont loti des parcelles de leur propriété pour former des noyaux ouvriers, pour pouvoir héberger les ouvriers qui travaillaient sur les chantiers au bas de la falaise. C'est à ce moment que la municipalité de Saint-Colomb-de-Sillery a été érigée en 1856, évidemment l'église Saint-Michel, qui est un élément signal très, très fort. Et c'est aussi l'occasion, par cette entrée-là, de rappeler aux visiteurs qu'on se trouve à entrer dans les terres de l'ancien domaine de la seigneurie de Sillery. Donc, j'évoquais tout à l'heure le découpage des terres en Nouvelle-France. Ce sera l'occasion de le rappeler également. Une autre thématique, donc le premier domaine que l'on croisera toujours dans une visite d'est en ouest, ce sera l'ancien domaine sous les bois. Vous voyez quelques images anciennes en haut à droite. Donc, je ne vous ferai pas la lecture de toutes les diapositives, mais disons que c'est l'occasion de pouvoir raconter un peu plus l'histoire de ces domaines. Vous savez, soit dit en passant, qu'il y a un centre d'interprétation qui va se situer le long du tracé du sentier, centre d'interprétation des grands domaines, au domaine Cataraqui, qui présente un topo général des modes d'organisation du territoire, de quelle façon des gens sont arrivés dans le secteur. Maintenant, avec le sentier, c'est l'occasion de parler un petit peu plus de chacun des occupants des domaines que l'on va traverser et de l'architecture également de chacune des anciennes villas. Donc, sous les bois, qui a été acheté en 1849 par un notaire pour s'en défaire au profit des Sœurs de Jésus-Marie qui se sont installées en 1869 et qui ont ouvert leur couvent en 1870. Donc, l'occasion de parler de l'importance des communautés religieuses sur le territoire dans le secteur, parce que sans elles, certains de ces grands domaines qu'on peut aujourd'hui présenter et traverser auraient sans doute disparu au 20e siècle. Donc, un coup de chapeau leur sera fait assurément.
Ensuite, on arrive au domaine Benmore, qui est parfois un peu moins connu parce qu'il est entre Jésus-Marie, qui a une prégnance assez importante dans l'histoire à Sillery, et le domaine Cataraqui, qui encore aujourd'hui est ouvert au public. Le domaine Benmore est fort intéressant. En fait, c'est par ce domaine-là que la famille Rhodes est venue s'installer à Sillery par l'intermédiaire de William Rhodes, qui est un gentleman farmer, qui a été ministre de la colonisation dans le gouvernement d'Honoré-Mercier. Il était le patron du curé Labelle. Et donc, un personnage assez fascinant qui nous permet donc de pouvoir raconter un peu l'histoire de cette famille qui a été agissante à Sillery jusqu'en 1972. Je vous évoquais tout à l'heure Catherine Rhodes, la dernière propriétaire privée, qui était en fait la petite-fille du colonel William Rhodes, comme on l'appelait. Des anecdotes savoureuses à propos de cette famille et donc l'occasion de parler de l'empreinte qu'elle a laissée. Même la Villa Bagatelle des sœurs Rhodes y ont habité. Donc, une famille fort intéressante, francophile d'ailleurs. C'est l'occasion aussi dans le secteur d'évoquer, parce que c'est bien beau parler des gens qui habitaient dans ces domaines-là, des bourgeois anglophones. Il y avait toute une sorte de vie également qui se déroulait sur les terrains. De nombreux employés à Cataraqui dans les années 30, il y avait une quarantaine d'employés, moitié francophones, moitié anglophones d'ailleurs, dont plusieurs sont restés à l'emploi de Cataraqui pendant près de 40 ans. Ils étaient manifestement fort bien traités. Alors, c'est l'occasion de parler un petit peu justement de la vie sur ces domaines-là. C'était des domaines qui vivaient en autarcie, c'est-à-dire qu'ils tentaient d'être autosuffisants. Donc, on retrouvait des animaux. À Cataraqui, on a encore aujourd'hui des écuries, à Grange, le poulailler, où se trouve aujourd'hui le centre d'interprétation. À Benmore également, il y avait à certaine époque des serres majestueuses qui faisaient la fierté de Sillery et des bâtiments de ferme comme ça un peu partout, justement, parce que ça donnait à l'agriculture dans ces secteurs. C'est l'occasion aussi, là on est dans le secteur entre Benmore et Cataraqui, c'est aussi l'occasion de parler de la mission de la Maison Michel Sarrazin. D'une part, parce que c'est une mission qui est fort noble et intéressante. D'autre part aussi pour expliquer pourquoi Michel Sarrazin jaillit à travers le paysage dans ce secteur. Donc, ça a été créé au début des années 80, la Maison Michel Sarrazin, mais c'est sur un terrain qui appartient au gouvernement du Québec par l'intermédiaire de la Commission de capitale nationale. C'est un ancien terrain de Cataraqui, dans le fond. Donc, lorsque le sentier, on l'empruntera, avant d'arriver plus formellement à Cataraqui, on va croiser la Maison Michel Sarrazin. Donc, en rappelant la mission de Michel Sarrazin, ce sera aussi l'occasion pour le visiteur qui n'est pas au courant d'apprendre que c'est une maison de soins palliatifs et qu'il y a donc forcément des règles à suivre à proximité d'une telle maison. Donc, évidemment, on n'invitera pas les gens à s'aventurer plus haut dans les terres, dans ce secteur-là, pour conserver la quiétude des gens à Michel Sarrazin. On arrive ensuite à Cataraqui, je le mentionnais tout à l'heure, le domaine le mieux préservé parmi les domaines pittoresques au Québec, un domaine qui a été conçu par le marchand de bois James Bell Forsyth en 1831. Lui s'était fait construire une petite maison d'été. Vous avez en haut à gauche, dans la portion à droite de la présentation, la plus ancienne image de Cataraqui qui existe. Elle date à peu près de 1856. Et par la suite, Cataraqui a été agrandi par les propriétaires successifs. Alors, ce sera l'occasion de rappeler, d'interpréter ce que les gens verront lorsqu'ils se tourneront vers Cataraqui et de mettre ça en relation justement avec les éléments qui viennent directement de l'influence du mouvement pittoresque que j'évoquais aussi tout à l'heure. Alors, un endroit incontournable, évidemment, dans notre sentier. Tout à l'heure, Marie-Josée a évoqué la charcotte. Je pense que la majorité d'entre vous êtes des gens de Sillery, du secteur, ou intéressés par l'histoire de Sillery. Donc, c'est un mot qui vous est familier. C'est le nom du bulletin, d'ailleurs, de la Société d'histoire de Sillery depuis de nombreuses années. Donc, la charcotte, c'est la francisation du mot shortcut en anglais. Ce sont ces sentiers informels qui étaient aménagés dans la falaise pour permettre à une certaine époque aux ouvriers d'en haut d'aller travailler sur les chantiers en bas ou les gens d'en bas qui travaillaient sur les domaines en haut, donc pouvaient emprunter ces sentiers informels. Il en subsiste encore une douzaine aujourd'hui, des traces d'une douzaine de ces charcottes-là tout le long de la falaise de Sillery. Et au bas de Cataraqui, il y en a une qui est encore utilisée aujourd'hui et qui sera mise en valeur comme le mentionnait tout à l'heure Marie-Josée. Et c'est l'occasion, dans ce secteur-là, il y aura un belvédère aussi au centre là, de la falaise là, à travers cette charcotte réhabilitée. Ce sera
l'occasion de pouvoir rappeler la richesse arboricole et végétale du secteur, parler de ce qui y poussait à une certaine époque, mais aussi les essences principales qu'on y trouvait. On trouve encore quelques spécimens de pin blanc, si je ne m'abuse, qui ont survécu aux coupes faites par les marchands de bois, parce que c'est l'essence qu'ils privilégiaient pour la construction de leurs bateaux, très souvent. Donc, ce sera à cet endroit qu'on va pouvoir évoquer ce thème incontournable qui est la richesse paysagère du lieu. D'ailleurs, la richesse paysagère des grands domaines a contribué très fortement à faire de Sillery un arrondissement historique en 1964 et aujourd'hui un site patrimonial déclaré, comme on le nomme désormais. Et enfin, ne pas oublier non plus, en bas de la Charcotte, on arrive au village du chemin du Foulon. Alors, ce sera l'occasion de rappeler justement le travail sur les chantiers de bois, chantiers maritimes également au bas de la falaise. Plusieurs éléments d'interprétation existent déjà dans le secteur, notamment de la promenade Samuel de Champlain. Mais on ne peut pas éviter d'en parler, bien sûr, c'est incontournable. C'est ce qui a amené à la création des domaines en haut de la falaise et qui a amené aussi à la construction de toutes ces petites maisons ouvrières. Il en subsiste encore de magnifiques aujourd'hui dans le secteur. Donc, ça permettra de mettre en valeur ce charmant noyau ouvrier par cette porte d'entrée, dans le fond, vers le sentier des Grands Domaines de Sillery, au bas de la Charcotte réhabilitée. Je termine en vous mentionnant qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de... Juste pour la phase 1, il y a beaucoup de choses à dire, imaginez pour l'ensemble du projet à terme. La stratégie a été d'en dire suffisamment pour que les gens puissent s'imprégner de la richesse du lieu. Mais une autre part de notre stratégie, c'est d'inviter les gens à accéder au site web de la Ville de Québec sur lequel il y a une section patrimoine qui est très, très riche d'informations. Avec le concours de la Société d'histoire de Sillery, l'automne dernier, on a inauguré des pages Découvrir Sillery, où on retrouve des points d'intérêt, des lignes du temps, des artefacts, des témoignages vidéo également avec des gens qui nous ont parlé un peu de ce que signifie le lieu pour eux. Et tout ça sera bonifié avec la phase 1 en prévision de l'inauguration du sentier et lors des phases subséquentes également. Donc, sur les modules d'interprétation, on invitera les gens pour en savoir plus, à accéder à cette mine d'or d'informations également pour pouvoir creuser encore plus le sujet. Alors, voilà les grands axes d'interprétation. Je cède la parole à Dominique Aubé. Merci Frédéric. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, le projet a nécessité plusieurs grandes étapes de réalisation jusqu'à maintenant. Plusieurs grandes étapes et plusieurs petites étapes également qu'on a dû réaliser. Et les grands jalons qui nous restent là, pour votre information à traverser d'ici la fin des travaux, il y aura d'ici les prochaines semaines le peaufinage de nos plans et devis qui sont en train d'être réalisés avec notre consultant. Et ils culmineront ces plans et devis-là dans des versions finales pour soumission prêtes au début du mois de juillet 2020. Et on planifie dans notre échéancier l'octroi du mandat à l'entrepreneur après le processus d'autorisation Ville de Québec pour la fin du mois d'août 2020. Et on anticipe débuter les travaux sur le terrain, mobiliser la machinerie pour initier les travaux quelque part à la fin septembre 2020, ce qui nous laissera plusieurs quand même semaines jusqu'au début de l'hiver où on devra cesser le chantier pour recommencer la reprise des travaux au début de mai 2021, toujours selon la période de fonte et l'accessibilité au site. Et comme le prévoit l'entente de financement avec le gouvernement du Québec, les travaux sont planifiés pour se terminer au plus tard à la fin du mois de novembre 2021. Donc, évidemment, c'est des grands jalons pour vous donner un peu la suite des choses. Et voilà, donc on a beaucoup progressé depuis les derniers mois et puis on est bientôt prêt à débuter les travaux sur le terrain. Alors, merci. Alors, merci beaucoup, Dominique, pour la présentation. Ça met fin à cette période de présentation. Alors, merci à tous les trois présentateurs de nous avoir fait un survol virtuel de ce projet et surtout de nous avoir transmis leur passion. On voit que ce sont des personnes passionnées qui ont travaillé sur ce projet. Donc, on est entre de bonnes mains. Je vous rappelle que la présentation va être rendue disponible sur le même site où vous avez pu vous rendre pour vous connecter pour la rencontre de ce soir. Donc, dès ce soir ou demain matin, vous allez pouvoir
la présentation PowerPoint va être mise en ligne. Et peut-être que vous avez vu, il y a un module également pour pouvoir laisser des commentaires. Donc, si ce soir, vous êtes encore trop sur vos émotions, vous avez besoin d'encore plus de temps, donc vous avez jusqu'au 19 juin pour pouvoir nous envoyer des commentaires, des questions, puis ça va rajouter à notre rapport. Alors, on est rendu maintenant à la période de questions et commentaires du public. Comme je mentionnais au départ, donc c'est ma collègue Marie Lagier qui va lire les questions qui nous sont transmises par l'outil questions-réponses. Donc, je vous rappelle qu'en bas, on a déjà, je vois des questions qui rentrent. Donc, en bas, il y a l'outil questions-réponses. Je vous invite de cliquer dessus puis de nous écrire votre question. On va pouvoir vous répondre. On est plus de 80 personnes, donc vous êtes plus de 80 personnes à nous regarder ce soir. Donc, on est très content d'avoir une belle assistance. On va faire comme un présentiel. Donc, on va commencer par un premier tour de parole. Puis, s'il reste du temps, on va pouvoir prendre un deuxième tour de questions provenant de la même personne. Et si jamais vous voyez que vous n'êtes pas capable ou que vous avez de la difficulté à écrire ou vous êtes sur un téléphone, dans ce cas, vous pouvez lever la main, puis je vais vous demander, on va trouver une autre façon en ouvrant le micro. Mais l'outil questions-réponses est privilégié. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Marie-Josée. Ah, on va laisser. Est-ce que vous voudriez laisser le. Marie-Josée, est-ce vous voulez laisser la carte? Oui, Ou on peut arrêter laisser. Parfait. Oui. On peut laisser la carte, c'est une bonne idée pendant la période de questions. Alors, Madame Lagier, est-ce qu'on peut aller vers les premières questions? Oui, parfait. Alors, je vous indique une première question de Pierrette Vachon-Lheureux. Est-ce que le projet du parc nourricier peut être malgré tout poursuivi? Alors, s'il vous plaît, Alors, m'indiquer parmi l'intervenant qui répond à la question. Oui. Je vais inviter Madame Villeneuve. Elle m'avait fait signe qu'elle souhaitait répondre. Peut-être si vous pouvez activer votre caméra. Puis, oui, parfait. Votre micro, parfait. Oui, alors, en fait, l'objectif numéro 1, c'est la réalisation, évidemment, de ce sentier-ci, cette phase-ci. Ensuite, lorsqu'on sera rendu à la phase 2, nous pourrons voir si on poursuit, on priorise de continuer le reste du sentier ou si, parce que s'il y a du retard pour l'autre projet, bien, si on bonifie le site actuel, le lieu du sentier là, de la phase 1. Et puis, à ce moment-là, là, des projets comme celui-là seront analysés. Nous, on est toujours ouverts aux initiatives citoyennes, là, puis je sais qu'il y en a quelques-unes dans le secteur. Merci, Madame Villeneuve. Alors, on peut passer à la question suivante. Oui, alors ensuite, question très terre-à-terre. Où les gens se stationneront-ils? Alors, est-ce que c'est Marie-Josée ou Dominique qui vous souhaitez répondre? Monsieur Aubé? Oui. Bonjour tout le monde. Donc, dans le projet, il y aura entente prise avec la Commission de la capitale nationale pour utiliser le stationnement qui sera mis à la disposition des visiteurs. Et également, on est en négociation ces temps-ci, justement, avec la Fabrique Saint-Michel pour évaluer la possibilité d'utiliser un certain nombre de cases de stationnement dans le stationnement de l'église Saint-Michel. On va vouloir éviter, évidemment, que les gens se stationnent dans les rues, autant au chemin du Foulon ou dans le rond-point Cardinal-Persico. Donc, la signalisation, en conséquence, sera implantée pour indiquer aux gens où pouvoir aller se stationner en toute quiétude. Alors, merci. On peut aller à la question suivante. Parfait. Ensuite, Hubert Desgagnés demande à quel endroit va se situer le seuil d'entrée du PE4. Alors, Madame Hamel, peut-être activer votre Oui, micro. oui. Le portail d'entrée 4, on a énuméré nos portails pour faciliter nos discussions, là. En fait, le PE4, si je ne me trompe pas, c'est le portail qui est sur le chemin du Foulon, ici en bas. Parfait. On peut poursuivre, oui.
Merci Parfait. pour la Ensuite, réponse. alors ensuite, David nous demande si on peut parler rapidement des autres phases ou sommairement où est-ce qu'il pourrait trouver l'information. Et puis, il y a également une question semblable de Michel Ruel qui demande qu'en est-il de la phase 2? Donc, on peut répondre aux deux questions en même temps, là. Donc, également Gilles Marchand qui nous demande quand sont prévues les phases ultérieures. Alors, Si- Monsieur Aubé, concernant les autres phases du projet. Oui, effectivement, d'autres phases seront éventuellement réalisées comme Frédéric Smith l'a mentionné. On va vouloir rejoindre le parc du Bois-de-Coulon jusqu'à éventuellement à l'ouest, le parc Beauvoir et éventuellement la maison des Jésuites. Pour l'instant, par contre, on se concentre sur cette phase-ci et le détail des prochaines phases et est-ce qu'on ira vers l'ouest, est-ce qu'on ira vers l'est dans un deuxième temps. Il reste encore des discussions à y avoir ici à l'interne, notamment par rapport au financement, mais également par rapport au cheminement de ces futures sections de sentiers-là. La volonté, je pense qu'elle est là. Et puis, lorsqu'on aura terminé cette phase-ci, on pourra entamer les discussions pour la réalisation des phases ultérieures. Parfait. Donc, on avait plusieurs questions similaires par rapport aux phases ultérieures, également de Sylviane Bonnet ou du syndicat Le Manoir. Donc, on a répondu aux besoins. Vous pourrez préciser à nouveau là, si vous avez d'autres questions en lien avec les prochaines phases. Donc, on continue. On a alors M. Hubert Desgagny qui demande un sentier multifonction sert à quel type d'utilisateur? Oui, un sentier multifonctionnel sert aux cyclistes et aux piétons. C'est un sentier là, dans les parties plus larges qui a 4 mètres de large et qui permet la cohabitation des cyclistes et aussi des piétons. Parfait. Ensuite, on a Madame Lynne Lalancette. Avez-vous prévu qu'en raison de l'affluence certaine dans l'affluence, donc dans les sentiers de terre battue, le terrain risque de se durcir et de s'éroder? Prévoyez-vous placer du paillis d'arbres pour atténuer la pression? À ce niveau-là, non, on n'a pas prévu ça pour le moment. On essaie de favoriser au maximum un sol le plus lisse. Le paillis peut causer certaines difficultés pour les gens qui ont un peu plus de mobilité à se déplacer. Donc, on laissait c'est des petits tronçons là, qu'on va laisser en terre battue parce qu'il y aurait trop d'impact sur les arbres là, si on touchait ça. Mais on n'a pas prévu pour l'instant mettre de paillis. Si je peux me permettre, Marie, par rapport à l'entretien, évidemment, la Ville assurera l'entretien du sentier sur toute sa longueur. Donc, dans l'éventualité où il y aura de l'érosion, où il y aura des ajustements à faire sur certaines portions du sentier, la Ville s'assurera de les réaliser pour le bon fonctionnement et les usages du sentier. Merci pour la précision. On peut aller à d'autres questions. Oui, parfait. Juste, il y avait une autre question sur les sentiers multifonctions. Donc, je pense qu'on a répondu là, à la question de Mme Johanna. Vous nous direz, Mme Johanna, au besoin, si vous avez besoin de plus d'informations. Également, donc, une question, il y avait aussi une question de Suzanne au sujet de la séquence du début des travaux. Saint-Michel au chemin du Foulon fin septembre. Donc, je ne sais pas si on y a répondu quand on a parlé des phases. Au besoin, peut-être, M. Aubé, vous pouvez répondre. Pour le moment, on n'a pas la précision à savoir où on va débuter. C'est sûr qu'il y a certains enjeux. Je donne l'exemple de les gens de la Commission de la capitale nationale ont eux-mêmes un chantier à réaliser pour la réfection, je crois, du muret là, qui est au bas de leur propriété, au sommet de la falaise. Donc, nous, on a un agencement, une coordination à faire avec les propriétaires concernés également. Donc, le phasage va également se discuter de façon plus précise pour la séquence des travaux avec l'entrepreneur lorsqu'il sera identifié, notamment pour les accès au chantier, mais aussi la séquence. Donc, on pourrait présumer qu'étant donné que les structures comme les belvédères et les escaliers seront plus longues à réaliser, on pourrait éventuellement commencer par ces travaux-là. Mais ce détail fin-là va devoir être discuté avec notre entrepreneur pour des aspects plus techniques là, et opérationnels. Merci pour la précision. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Lagier? Oui, parfait. Oui, il y a plusieurs questions également en lien avec l'intimité. Je vais les afficher pour qu'on puisse les voir. OK, donc,
comment répondre à l'objectif de séparer les parties privées et les parties publiques? Donc, de monsieur ou madame Côté. Puis, il y a une question aussi qui ressemble ou qui va peut-être dans le même thème. Attendez, je vais la retrouver. Donc, de Johanna, qu'est-ce qui est prévu concrètement pour préserver l'intimité des résidents des domaines, notamment sur les aires de repos? En fait, les Donc, aires de repos, ouais, sont situées le long de la falaise de façon majoritaire, là, ce qui fait qu'on n'a pas de proximité là, avec les résidences et les aires de repos. Donc, c'est un peu de l'éloignement de ces aires de repos-là qui va préserver l'intimité. Merci. Parfait. Et comment, et aussi au niveau de l'objectif de séparer les parties privées et les parties publiques? Je ne suis pas certaine de bien séparer. Bien, oui, en fait, étant donné que le sentier longe beaucoup de propriétés privées, Ouais. est-ce que Ben, c'est... ouais, en fait, on a eu des préoccupations dans le tracé du lien dans la falaise, justement. On a essayé d'éloigner le tracé proposé de la Charcotte plus à l'est, en fait, pour s'éloigner de la résidence privée qu'on a ici. Et on prévoit également des plantations arbustives là, pour densifier le boisé à cet endroit-là. Question de couper les vues et de préserver justement l'intimité. Mhm. Merci. Parfait. Je poursuis avec une question qui est un peu dans le même ordre. Y a-t-il quelque chose de prévu pour les résidents à proximité du bas de l'escalier afin de préserver l'intimité, genre barrière végétale? Oui, ben c'est ce que j'expliquais. Il y aura des plantations, autant là, sur cette résidence-là que les résidences qui sont ici. Là, on va densifier la plantation pour avoir un écran végétal là, plus opaque. Merci. Parfait. Là, je vois qu'il y avait encore des questions sur les phases, mais peut-être qu'elles ont été répondues. Combien de phases pour un projet total et de combien? Ça, c'est M. Luc Trépanier qui posait cette question-là. Et puis également, Lynn Lalancette, combien de phases ce projet comportera-t-il? Que comprendra le développement de la phase 2? Alors, M. Donc, Aubé. oui, si je peux faire une précision sur ce que j'ai mentionné tout à l'heure, on s'enligne lorsqu'on aura les autorisations nécessaires pour faire possiblement une phase 2 qui partirait vers l'ouest à partir du domaine Cataraqui, donc pour aller rejoindre le parc Beauvoir et également la maison des Jésuites. Donc, si tout va bien, on pourrait penser qu'une phase 3 nous permettrait d'aller vers l'est à partir de l'église ou du stationnement de l'église Saint-Michel. Et puis, au total, c'est pas confirmé encore, mais on pourrait penser qu'au total, il y aurait 4, peut-être 5 phases là, si on a des obstacles trop importants. Donc, on pourrait imaginer qu'au total, 4 à 5 phases. Parfait. Merci pour la précision. Alors, Parfait, Madame on continue. Lagier, Oui. Alors, on a 2 questions en lien avec les chiens. Donc, Monsieur Ghislain Paradis dit « Magnifique projet. Actuellement, ce sentier est fréquenté quotidiennement par des propriétaires de chiens plutôt gros, souvent sans laisse. Que comptez-vous faire à ce sujet? » Et on a également Monsieur Gilles Marchand. « Comment allez-vous faire pour contrôler les chiens des citoyens qui se promènent sans laisse? » Alors, est-ce que M. Aubé, oui? Oui, on a fait des validations. On a discuté avec nos experts à la ville dans les arrondissements là, qui gèrent la réglementation municipale par rapport à la présence ou non de chiens. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que, évidemment, les chiens qui seront acceptés sur ce sentier-là devront être munis de laisse. Il y a des spécificités là, par rapport à la longueur des laisses, etc. Donc, la signalisation qui sera implantée le long du sentier rappellera notamment les règles de bienséance en compagnie de nos chiens, dont notamment l'utilisation de laisse pour le respect
et le bon voisinage là, des gens qui utiliseront le site. Donc, actuellement, évidemment, c'est un sentier informel. On est très conscient que c'est utilisé. Même nous, lorsqu'on va sur le terrain, on croise parfois des chiens qui sont laissés sans laisse. Donc, ce sera important que les gens soient bien au fait et la signalisation sera là pour leur rappeler que les chiens doivent être maintenus en laisse durant tout le passage des citoyens. Alors, merci beaucoup. On va continuer avec d'autres questions. Oui, alors on demande s'il y a des éléments d'éclairage prévus le long du sentier dans la première phase. Non, il n'y a pas d'éléments d'éclairage prévus dans la phase 1 de ce projet-là. Parfait. Est-ce que vous... Oui, merci. Oui, alors là, si vous le permettez, en fait, je vais me permettre de lire les questions des personnes qui n'ont pas encore posé de questions, parce que là, il y a plusieurs personnes là, qui reviennent avec des deuxième ou troisième questions. Donc, j'y vais dans l'ordre plutôt des gens qui n'ont pas encore posé de questions. Alors, on a Lise qui nous demande quelle est votre vision pour la préservation des arbres du boisé du domaine Benmore concernant le sentier multidisciplinaire qui traversera le boisé. Ce boisé-là ne fait pas partie de notre phase 1, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, ça, il y a une étude qui a été faite sur la qualité des arbres dans ce boisé-là. On s'assurera, le moment venu, de traverser la piste à l'endroit où il y aura un moindre impact là, sur les arbres de ce boisé-là, où la valeur des arbres est de moindre qualité, si on peut dire. Oui. Si je peux me permettre, Marie, un petit ajout, peut-être la question sera soulevée, mais il en sera de même également avec la charcotte. Le tracé sera peaufiné pour évidemment conserver les arbres matures en santé et de plus grande qualité le long du tracé. Évidemment, c'est une préoccupation importante que nous avons. Parfait. Okay. Merci beaucoup. On poursuit. Alors, parfait. Ensuite, on a donc, c'est bon. Alors, on a quelqu'un qui nous demande, donc, qui nous fait un commentaire également, mais qui a des questions dans son commentaire. Et donc, simple question concernant l'architecture. Les visualisations 3D des secteurs belvédères semblent illustrer des lattes de bois qui montent relativement haut. Quelle hauteur est prévue? D'après les vues 3D, les lattes semblent monter plus haut que la hauteur standard des yeux d'une personne. Et puis, il nous remercie de travailler fort à mettre en valeur le site exceptionnel. En fait, l'endroit où les lattes de bois montent le plus haut, là, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est dans les portails d'entrée. Et le plus haut, c'est 7 pieds de haut. C'est sûr que dans l'illustration 3D, j'ai remarqué qu'on voyait aussi, on avait l'impression que les lattes montaient plus haut, mais c'est simplement l'effet perspective, là. Et oui, les lattes vont monter plus haut que le regard d'une personne, mais elles seront espacées. Donc, elles vont quand même permettre un dégagement et des vues sur le paysage à l'arrière de ces structures-là. Marie, si je peux me permettre une petite précision par rapport aux garde-fous ou les balustrades là, qui seront implantées sur les belvédères. Effectivement, ils ont une hauteur, peut-être Marie-Josée, tu pourrais préciser, il y a une hauteur importante. Évidemment, considérant la présence de falaises et le dénivelé important par rapport à la sécurité des visiteurs, il y a un minimum qui doit être respecté à cet effet-là. Oui, tout à fait. Quand on a un belvédère qui est à flanc de montagne où il y a une hauteur de chute libre de plus de 10 mètres, là, on a des hauteurs de garde-corps de 1,5 mètres à ces endroits-là, oui. Merci. Parfait. Alors, on va poursuivre. Oui, ensuite, on a une question de Martine Després. Donc, très concrète. Là, il y avait aujourd'hui la compagnie Gestion Vert-Sol-Eau qui a débuté certains travaux de défrichement. On m'a expliqué que l'on fauchait le bambou, l'ortie et l'herbe à puce dans une première étape, puis on laisse repousser un peu pour arroser avec du Roundup. On doit refaire la manœuvre à plusieurs reprises. Je croyais que ce produit était interdit. On m'a confirmé qu'ils avaient obtenu un permis spécial pour utiliser le Roundup. Je ne crois pas que cette approche respecte l'environnement quand on sait que c'est un produit interdit dans plusieurs pays et potentiellement cancérigène. N'y aura-t-il pas d'autres solutions quand on pense à toutes ces personnes et enfants animaux qui circulent quotidiennement? Donc, c'est par rapport aux travaux qui sont en cours présentement sur
le long du sentier. Alors, M. Aubé? Oui, une petite précision. Effectivement, en parallèle de la réalisation de notre projet, on est appuyé par nos collègues spécialisés en foresterie urbaine et horticulture à la Ville de Québec. Et puis, autant pour la préservation, l'identification potentielle des arbres, il y a également un inventaire qui a été fait de la présence d'espèces exotiques envahissantes et ou nuisibles. Évidemment, c'est important pour nous de les traiter, les colonies qui sont situées à proximité du sentier. Dans certains cas, ces espèces exotiques envahissantes-là ou nuisibles peuvent occasionner des problématiques auprès des visiteurs. Donc, on se doit de les traiter et nos experts nous ont fait un plan de travail là, qui débute là, ces semaines-ci. Donc, je comprends que ça a été initié là, très récemment. Et l'utilisation du Roundup là, est la meilleure façon jusqu'à maintenant pour traiter certaines de ces colonies-là. Ce n'est pas toutes les colonies qui sont traitées par rapport avec le Roundup. Et également, il y aura d'autres techniques là, de traitement pour d'autres types de colonies comme l'enfouissement des rhizomes à 2 mètres ou 3 mètres de profondeur pour éviter la repousse. Donc, il y a une stratégie, là, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais il y a une stratégie qui a été proposée qui inclut à certains moments effectivement l'utilisation de ce produit-là qui est pour l'instant la meilleure façon de traiter couplée avec le fauchage et la retonte, etc. Et voilà, donc c'est les recommandations que nos experts nous ont faites par rapport à l'importance là, de réduire ces colonies-là au maximum. Alors, merci, M. Aubé, pour cette précision. Il y a encore beaucoup de questions dans notre liste. Alors, Mme Lagier, on va poursuivre. Oui, alors je continue avec les personnes qui n'ont pas encore posé de questions. Donc, un participant qui nous demande quel sera l'état du sentier en hiver. Est-ce que le sentier sera entretenu en hiver? Non, le sentier ne sera pas déneigé en hiver. C'est une décision qu'on a prise au début du projet là, parce que la politique ville veut qu'un sentier qui est déneigé l'hiver soit également éclairé. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'éclaire pas. La raison pour laquelle on n'éclaire pas, c'est pour préserver la quiétude, l'intimité des résidents, des domaines et tout ça. Donc, on n'éclaire pas, donc on ne déneigera pas le sentier pendant l'hiver. Merci. On poursuit. Parfait. Donc, je continue toujours avec une personne qui n'a pas déjà posé de question. Allez-vous prévoir un financement privé, entre parenthèses, don pour le mobilier des aires de repos? Non, on n'a pas, on n'a pas regardé cette option, non. Dans le sens d'avoir peut-être un commanditaire des zones de repos. Okay, Par contre, Marie, si je peux me permettre, pour d'éventuelles phases, étant donné que la question du financement demeure à être réglée, peut-être que c'est une éventualité qui pourrait être réfléchie. Je me souviens qu'en novembre 2018, c'était une proposition qui avait été faite, qui n'a pas été retenue pour cette phase-ci. Mais éventuellement, on pourra peut-être regarder cette possibilité-là sans faire de promesses, mais peut-être que ça pourrait être évalué. Merci. Alors, on va poursuivre avec les questions. Parfait. Juste vous dire qu'il y avait aussi une question qui ressemblait à la question de l'hiver. La Martine Côté, est-ce que ce sera 4 saisons? Donc, je pense qu'on peut considérer que ça a été répondu. C'est bon. Donc là, je vais y aller avec des deuxièmes tours de parole, ou plutôt, attendez, il y a encore une autre personne, Ginette Paquet, qui demande si une surveillance est prévue pour s'assurer que les chiens ne seront pas en liberté lors de leur promenade. Je pense que la question des chiens a été abordée. Est-ce qu'il y a des précisions à donner? Ben, en fait, si je peux me permettre, on n'a pas de gardien qui sera sur le site précisément pour vérifier ces trucs-là. Il y aura des employés villes qui assureront l'entretien du site, mais s'il devait y avoir des plaintes ou des enjeux à adresser plus formellement pour une situation qui pourrait perdurer et être jugée problématique là, lorsque le sentier sera implanté officiellement, ben on recueillera les plaintes et sur les canaux de communication normaux là, comme le 311 et les autorités villes seront informées possiblement de cet enjeu-là. Puis il y aura peut-être là, des agents qui pourront être dépêchés sur le site là, pour faire plus de sensibilisation et éventuellement peut-être faire respecter la réglementation municipale là, que je ne connais pas par cœur, mais il doit y avoir probablement peut-être des contraventions qui peuvent être émises pour s'en assurer. Merci, M. Aubé.
Parfait. Puis, il y avait une question de Suzanne qui demandait si le sentier sera ouvert d'octobre à avril. Je pense qu'on a répondu. Là, c'était la question de l'hiver également. Et puis, une autre question de Madame Lalancette par rapport aux chiens toujours et pour les piétons qui circulent avec leurs chiens. Donc, la question de la gestion des excréments. Nous avons présentement dans le secteur du quartier du Faubourg Saint-Michel des problèmes avec les excréments de chiens. Donc, est-ce qu'on a des précisions à apporter pour ça? Oui, on a fait certaines validations avec nos collègues ou encore une fois à l'arrondissement là, qui gère la réglementation par rapport aux chiens. La question a été soulevée, est-ce qu'on doit mettre ou non des distributeurs de sacs là, pour récupérer les fientes là, des chiens? Et ce qu'on nous a mentionné par rapport à une décision ville, c'était de ne pas y aller dans un premier temps avec l'installation de ces distributeurs-là, parce qu'il y avait effectivement un enjeu par rapport parce que si on met des distributeurs, il faut s'assurer qu'il y a des sacs là, qui sont toujours mis à la disposition des gens. Et puis, l'approche privilégiée était vraiment la sensibilisation via un protocole de signalisation de pictogrammes qui sont répétés et qui ont été identifiés par les experts à la ville. Nous, on va intégrer ces pictogrammes-là dans notre signalisation pour s'assurer que les gens soient conscientisés le plus possible là, au respect, évidemment, d'autrui, mais également pour récupérer ce qui doit être récupéré de leur passage. Et on comprend bien que c'est un enjeu, donc ça va être sûrement surveillé. C'était revenu lors des consultations également. Donc, on va le prendre note là, pour les prochaines étapes. Merci. Parfait. Donc là, je continue avec des deuxièmes tours de parole de gens qui ont déjà posé des questions. Donc, M. Luc Trépanier qui demande quelle est la longévité des infrastructures? A-t-on prévu un budget d'entretien et sur combien d'années? Alors, c'est peut-être toujours M. Aubé, oui? Ben, peut-être Marie-Josée pourra compléter, mais les infrastructures qui seront implantées en termes de portail, de seuil, de structure en bois, évidemment, les choix plus pointilleux sont en train d'être discutés pour assurer la pérennité la plus longue possible des infrastructures. Et les budgets sont également prévus depuis le début du projet pour qu'annuellement, les entretiens nécessaires, qu'on parle de remplacement de structures en bois qui auront été brisées, soit par le vandalisme ou par les intempéries, ou même le sentier qui pourra avoir été dégradé, puisse être réparé. Vous comprendrez que c'est une grande fierté pour la ville, l'implantation de ce projet-là, et puis les efforts seront mis pour assurer la pérennité dans le temps de ces infrastructures-là pour le bon usage des citoyens. Merci. Alors, une prochaine question. Oui, alors ensuite, on a M. ou Mme Côté. Pourquoi intervenir dans un boisé qualifié d'exceptionnel, Benmore, et ne pas prolonger plutôt la piste cyclable tout le long de Jésus-Marie? Alors, Mme Vous Hamel, voulez dire oui. ici, là, prolonger ici, en fait, c'est qu'on n'a pas de largeur suffisante pour passer la piste cyclable à cet endroit-là. On n'est pas sur des terrains de propriété ville, c'est des terrains qui appartiennent à Jésus-Marie et on a aussi des conduites souterraines dans ce secteur-là qui limitent la possibilité là, de poursuivre la piste dans cette section. Merci beaucoup. Parfait. Donc ensuite, d'autres questions de Gilles Marchand. Comment allez-vous protéger la quiétude des riverains du sentier actuel et des phases suivantes? Donc là, c'est possible qu'on ait déjà répondu un peu à ce thème-là. Vous me direz là, si ça a On été a déjà couvert. eu certains éléments de réponse. Est-ce qu'il y a des Oui, choses à rajouter, M. Aubé? si je peux me permettre de rajouter, évidemment, durant les travaux, l'entrepreneur sera sensibilisé au respect des règlements par rapport à l'ouverture et la fermeture des chantiers le matin et le soir. Et évidemment, considérant la présence notamment de la maison Michel Sarrazin, une attention particulière sera demandée durant la réalisation des travaux et durant l'opération du sentier, lorsque le tout sera ouvert au public. La signalisation adéquate sera installée notamment aux endroits peut-être un peu plus particuliers pour assurer que les gens comprennent bien qu'on traverse des grands domaines où des gens demeurent. Et puis, on va demander évidemment le civisme de chacun pour respecter la quiétude des gens dans le secteur. Merci. Parfait. On poursuit. C'est bon. Ensuite, on a deux questions de M. Hubert Desgagnés. Donc, au niveau de l'accès pour véhicules du chemin du Foulon, donc il permet aux résidents d'accéder à l'arrière de leur terrain. Sera-t-il toujours possible pour les résidents d'accéder à leur terrain par l'arrière?
Et ensuite, il pose la question de l'éclairage dans l'escalier, par exemple, donc une utilisation nocturne ou ça sera uniquement une utilisation diurne. Donc, au niveau de l'accès pour les résidents à leur terrain par l'arrière. Oui, on compte conserver un accès là, pour les terrains à l'arrière. Comme il y a actuellement, là, on va conserver un accès à cet endroit-là. Et pour ce qui concerne l'éclairage de l'escalier, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas du tout d'éclairage qui est compris, là, ni dans la falaise, là, ni dans le haut de la falaise. Merci pour la précision. Parfait. Ensuite, on a une question de Martine Després. Va-t-on préserver le pin double qui se situe devant le Benmore? Et on a une question toujours aussi des arbres, au sujet des arbres du syndicat Le Manoir. Prévoyez-vous identifier les arbres de qualité et remplacer les arbres en fin de vie qui seront abattus? Donc, d'abord, concernant le pin double qui est devant Benmore. Bien sûr, on le garde. Oui, c'est même un magnifique arbre. Là, on conserve cet arbre-là. On va faire quelques petites interventions très, très délicates à la base de cet arbre-là. On va insérer un petit banc là, on a étudié comme il faut les modes de fixation du banc pour nuire minimalement aux racines de cet arbre-là. On a nos experts là, de la foresterie urbaine qui ont étudié le cas et regardé ça avec nous. Donc oui, on conserve cet arbre-là. Et évidemment, on va remplacer, on va ajouter des arbres sur le projet pour compenser les arbres qu'on enlèvera, les arbres qui sont en mauvaise santé, les arbres en fin de vie, les arbres malades vont être évidemment enlevés, mais d'autres arbres vont être replantés, oui. Merci. Alors, on va poursuivre. Je pense, Marie, qu'il y a d'autres questions concernant les aires de repos. Oui. On va peut-être poursuivre. Oui. Parfait. Donc, on continue avec une autre question de Johanna. Dans ce cas, je précise, donc, elle avait mentionné tout à l'heure les aires de repos. Donc, il y a 2 aires de repos entre le domaine Sous les Bois et le domaine Benmore. Qu'est-ce qui est fait pour ceux-là? Il y a 2 aires de repos entre Sous les Bois et Benmore. On a un belvédère qui est ici et une aire de repos ici. Vous parlez de la quiétude, j'imagine, là, ou je ne sais pas exactement la nature de la question. Alors, on pourra vérifier. C'était en lien avec sa première question, je crois. Donc, on peut vérifier dans le fil de questions. Je pourrais le vérifier un peu plus tard, là. Sinon, on peut passer à la prochaine question. Parce que ces aires de repos sont loin des résidences. Là. On n'est pas du tout dans ces 2 cas-là à proximité de résidents. Effectivement, si vous permettez, j'ai retrouvé sa première question. C'était en lien avec l'intimité des résidents des domaines, notamment sur les aires de repos. Parfait. Donc, ça a été répondu. Oui. Donc, ensuite, Ghislain Paradis nous demande le lien avec le parc public situé entre Sous les Bois et Benmore. Alors, s'il y aura un lien ou peut-être préciser votre question, M. Paradis, au besoin. C'est parfait. On va pouvoir peut-être revenir. C'est sûr qu'il y a le sentier, mais c'est peut-être à ça que... Alors, M. Paradis, vous pouvez nous l'écrire dans l'outil question pour on va revenir pour cette question. Tout à fait. Donc, ensuite, M. ou Mme Côté, la barrière végétale devrait exister aussi au domaine Benmore et à Jésus-Marie, point d'interrogation. Donc, elle se demande, ou il ou elle se demande s'il y aura une barrière végétale aussi au domaine Benmore et à Jésus-Marie. Non, on n'a pas prévu de barrière végétale là, pour séparer le sentier. En fait, ce secteur-là de domaine Benmore est une végétation un peu, à certains endroits, on a une végétation plus haute et des endroits, la vue est plus dégagée sur le domaine, mais on n'a pas prévu de densifier la plantation dans ce secteur-là, étant donné l'éloignement par rapport au domaine. Là. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec la question. Parfait. Donc, ensuite, Martine Côté, à nouveau, toujours au niveau des phases, là, il y aura plusieurs phases. Donc, elle demande combien de temps environ. Donc, là aussi, peut-être qu'on a déjà, on a répondu déjà à cette question.
Dites-le moi. En fait, par rapport au temps pour réaliser ces prochaines phases-là, c'est difficile pour moi de répondre. Voyez-vous, depuis fin 2018 jusqu'à aujourd'hui, puis on est dans la phase 1, donc on peut présumer que les prochaines phases vont prendre passablement, en fait, quelques années chacune pour être planifiées et réalisées, si toujours est la décision là, de les poursuivre et de les financer dans l'avenir. Mais ça serait difficile de penser qu'en 3 ans, on peut réaliser 4 autres phases, alors que depuis 2018, on travaille activement sur cette phase-là. Parfait, merci. Parfait. Alors, On poursuit avec une question en fait de David, donc qui mentionne, donc il demande, peut-on éviter d'élaguer les arbres en bordure de la falaise, comme ce fut fait récemment dans la partie est du sentier? La vue est meilleure, mais l'habitat en souffre. En fait, il n'est pas prévu élaguer quelques arbres, que ce soit pour assurer des vues au-delà de l'implantation des belvédères. Là, évidemment, qu'il va falloir peut-être couper certains arbres pour assurer les ancrages là, des belvédères, mais le long du sentier où on circulera près de la falaise, s'il y a des arbres qui sont, selon nos experts en foresterie urbaine, dangereux ou qu'il y a des branches qui peuvent causer des problématiques là, aux visiteurs, peut-être que ces branches-là ou ces arbres-là pourront être élagués, mais il n'est pas dans notre intention de couper des arbres là, pour que l'ensemble du sentier offre des vues exceptionnelles partout. On va concentrer ces vues exceptionnelles-là là où il y a les plus grands potentiels. Puis c'est aux endroits où Marie-Josée les a identifiés sur la carte. Parfait. Je pense qu'il y en a d'autres questions Oui, on continue. dans le même esprit. Oui. Oui. Alors, une autre question dans le même esprit de Gilles Marchand au sujet de la... donc, il mentionne qu'il y a eu une dégradation du couvert forestier suite à une utilisation accrue des lieux. Comment allez-vous protéger le couvert végétal du sentier de la future phase 2, compte tenu qu'il y aura une affluence accrue suite à la phase 1? Là, vous parlez de la phase 2 dont j'ai parlé pour la portion ouest probablement du domaine Cataraqui. Écoutez, les analyses de potentiel de la végétation ne sont pas réalisées. On est encore loin d'avoir des ententes même de passage sur ces sites-là. Mais c'est sûr que la Ville aura les mêmes précautions tout au long des futures phases du sentier afin de préserver le capital forestier d'intérêt le long du sentier. Donc, on va prendre précaution pour implanter quelques infrastructures que ce soit pour préserver les arbres de bonne qualité et de bon potentiel pour l'avenir, autant durant les travaux qu'après l'ouverture du sentier. Merci. Parfait, merci. Donc là, j'ai des précisions là, par rapport à la question de M. Paradis, donc, qui mentionnait le lien avec le parc public situé entre les Sous-Bois et Benmore. Donc, il nous précise, il dit, il y a un terrain public entre Sous-les-Bois et Benmore, sa vocation, son aménagement. Donc, il nous demande ce sera quoi sa vocation et son aménagement. C'est peut-être un peu en dehors du sujet, là, mais si vous avez des précisions ou des informations à donner, oui. Si on parle, si je peux me permettre, si on parle bien du terrain qui va être de part et d'autre du sentier multifonctionnel, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le pré-fleuri actuellement, oui, ça deviendra propriété publique. Là, donc, c'est peut-être pas pour le moment un parc public au sens où monsieur l'entend, mais pour l'instant, nous, on va circuler avec la piste multifonctionnelle. Ultérieurement, comme ça avait été mentionné en début de projet, je crois, par Mme Villeneuve, s'il y a des projets qui sont soumis à la Ville, ils seront analysés au mérite pour voir comment est-ce qu'on peut bonifier au besoin le site. Pour l'instant, le mandat que nous, on a, c'est l'aménagement de la piste multifonctionnelle au meilleur endroit là, dans cette section-là du site. Alors, merci pour ces précisions. Parfait. Ensuite, on a une question, commentaire de Martine Côté concernant le banc de pierre. Donc, est-ce qu'il pourrait faire partie d'un élément historique quelque part? Tellement d'histoires y sont rattachées. Donc, c'est une question commentaire. Si on veut, on peut aussi... on prend des notes. On n'avait pas prévu préserver... en fait, c'est un banc de pierre ou un banc de béton. En fait, c'est pas un banc. C'est devenu un banc au fil des années, à défaut qu'il n'y avait pas de banc dans le secteur. Mais je prends une note, puis on pourra voir ce qu'on peut faire. Parfait. Puis si jamais ce n'est pas de ce banc-là qui est question, prière de nous le mentionner. Parfait, merci.
Parfait. Donc, ensuite, on a aussi des précisions de Johanna par rapport à sa question tantôt, je crois. Donc, dans un des plans, on voyait où on avait des vues panoramiques, mais ça veut dire que ce ne sont pas des aires de repos, point d'interrogation. Donc, peut-être qu'elle avait mal compris. Peut-être qu'on peut remontrer l'image où on voit les plans, là, les vues panoramiques. Peut-être que c'était pas clair qu'est-ce qui était des aires de repos. Ben, en fait, on considère un belvédère comme une aire de repos également. Là. Je peux retrouver la Que carte ça rapidement. risque d'être un peu Ça va être long. long. Mais Ouais. en fait, un belvédère permet des vues panoramiques, mais permet aussi, c'est aussi un lieu de détente avec un mobilier pour se détendre. Donc, ça a une double fonction, en fait. Merci pour la précision. Parfait. Ensuite, on poursuit donc une autre question de Martine Després. Allez-vous faire en sorte que la qualité des panneaux descriptifs soit plus durable que ceux que l'on retrouve au domaine Cataraqui qui sont grandement détériorés? Oui, on travaille très, très fort là-dessus. On est en analyse actuellement pour proposer là, des matériaux vraiment très résistants aux rayons de soleil, aux graffitis, tout ce qui peut arriver. Là. Oui, on se concentre beaucoup sur cet élément. Parfait. Ensuite, une question ou commentaire de M. ou Mme Côté. Comment s'assurer que le public ne circule pas dans les espaces privés comme présentement? Et puis, on a aussi une question peut-être qui est aussi dans le même sens. Que prévoyez-vous pour assurer la quiétude des lieux à proximité de l'aire de jeu prévue tout près de la résidence sous les bois? Donc, d'abord, au niveau de comment on s'assure que le public ne circule pas dans les espaces privés. D'abord, si je peux me permettre, le sentier va sillonner des endroits lorsque la ville n'est pas propriétaire où des ententes auront été signées et convenues avec les propriétaires. Dans certains cas, il y aura soit pause de végétation supplémentaire ou pause de clôture, ou bref, ces discussions-là doivent être complétées. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas clôturer l'ensemble du site et on ne pourra pas végétaliser des murs d'arbres tout le long du site. Là, il y a une ouverture sur l'ensemble du site aussi qu'on veut privilégier et conserver. Donc, pour cet aspect-là, le sentier va circuler là où on aura les autorisations. Là, il se peut que certains tronçons du sentier, là, puis je parle de micro-tronçons, seront déplacés dans le cas où ils seront déplacés de quelques mètres pour s'assurer d'être sur une propriété ville ou sur une propriété où on a les autorisations. Il y aura soit revégétalisation ou renaturalisation de peut-être des anciens tronçons pour s'assurer que le piéton est dirigé au bon endroit, pour évidemment ne pas que les gens circulent n'importe où et on va vouloir concentrer le visiteur là où le sentier circulera. Parfait, merci. Il reste encore quelques questions à répondre, Madame Lagier. Oui, parfait. Juste, je voulais m'assurer qu'on avait répondu aussi par rapport à la quiétude des lieux à proximité de l'aire de jeu. C'est correct? Marie-Josée, est-ce que tu avais un ajout à faire peut-être pour ça? En fait, on a prévu des plantations en périphérie là, de l'aire de jeu. Donc, c'est sûr que cette plantation-là va refermer un petit peu l'espace puis conserver des vues, préserver des vues sur, en fait, éviter de voir trop l'aire de jeu pour enfants. Mais au-delà de ça, on n'a pas prévu d'autres interventions là, pour refermer cette aire de jeu-là. Puis peut-être, je ne sais pas si Marie-Josée voudrait apporter des précisions. C'est pas quand on parle d'une aire de jeu, vous l'avez vu, ce n'est pas un parc, là. C'est pas comme dans les parcs avec une structure massive où il y a beaucoup d'enfants qui jouent en même temps. C'est ça? Donc, le concept est différent. C'est ça, on appelle ça plus des éléments ludiques là, pour que les petites familles puissent s'asseoir quelques minutes, les enfants se dégourdissent un petit peu les jambes, puis c'est pas une aire de jeu avec des infrastructures récréatives là, comme on met dans les parcs. On s'attend à ce que les gens soient principalement en transit le long du sentier et non en stationnaire là, pour faire des pique-niques ou un peu comme on peut le faire sur les plaines ou ailleurs à Québec. Donc, ça ne serait pas une destination en soi, c'est plus une aire de transit. Parfait, merci. Alors, on peut poursuivre.
Oui, parfait. Donc, on a une question de quelqu'un qui n'avait pas déjà pris la parole. Michel Ruel, quand seront aménagés les jardins communautaires? Vous parlez du jardin communautaire qui est sur le domaine Cataraqui, j'imagine, là, près du chemin Saint-Louis. C'est pas dans notre projet, mais je crois que le jardin communautaire va être agrandi cet automne. On a entendu dire là, qu'il allait avoir un agrandissement de ce jardin-là qui est prévu pour cette année. Alors, Madame Villeneuve qui souhaite apporter des précisions. Oui, bien, Marie-Josée l'a bien dit. Il y aura un agrandissement cet automne, mais déjà, là, ça fait depuis l'an dernier qu'il y a une partie qui est opérationnelle. C'est juste que là, on veut le bonifier pour la saison prochaine. Là. Donc, ça, cet automne, il n'y aura probablement pas de plantation, de culture dans les nouveaux lots, mais dès l'année prochaine, ce sera possible. Parfait, merci. Alors, on poursuit. Donc ensuite, on a une question de Lise. Lors de la séance d'information en novembre 2018, il a été mentionné qu'il était dangereux de traverser par la piste cyclable le chemin qui mène au domaine Benmore à partir du chemin Saint-Louis. Je constate que ceci est toujours prévu. Piste multifonctionnelle, traverser le chemin privé du Benmore. Donc, va-t-il y avoir des mesures pour diminuer les risques d'accident dus à la vitesse? Alors, Oui, ben Madame Hamel. on parle du chemin d'accès à Benmore. La piste cyclable, effectivement, traverse à cet endroit-là. On a nos collègues du bureau du transport là, qui nous conseillent là-dedans. Si je ne me trompe pas, lors de la réalisation, là, il y aura installation de stops obligatoires et de barrières là, pour arrêter la circulation à cet endroit-là. Là. Ça ne sera pas libre et on ne traversera pas à toute vitesse. Là. Il y a des mesures qui sont prises là, pour sécuriser cette intersection-là. Si je comprends bien, ce sont des barrières pour stopper la circulation des cyclistes. Des cyclistes, pour tout à les fait. sécuriser. Oui. Parfait. Oui. Alors, merci. On peut poursuivre. Oui. Ensuite, donc, Martine Côté qui mentionne donc qu'elle est étonnée d'entendre qu'on traite les mauvaises herbes. Pourquoi contrôler autant la végétation existante et ne pas laisser tout ça le plus naturel possible? Par exemple, au domaine Mézeray, les orties sont toujours en place, avec avis de faire attention. Toutes les plantes ont leur place dans le cycle de la vie. Alors, est-ce qu'au niveau des mauvaises herbes? Ben, il faut comprendre que les mauvaises herbes au sens large, là, on les traite pas. On traite les espèces qui peuvent être soit nuisibles pour le visiteur. Donc, on a une certaine responsabilité par rapport à la sécurité des gens. Donc, on peut parler d'herbe à puce et autres espèces là, qui nous ont été identifiées. Donc, on veut les limiter dans un rayon là, de proximité du sentier. Mais ce n'est pas notre intention là, de traiter tous les bosquets que certains pourraient appeler mauvaises herbes là, à gauche ou à droite sur le site. C'est vraiment pour une question de sécurité des visiteurs sur le site. Merci. Parfait. Ensuite, toujours de Martine Côté, donc une précision là, par rapport à son intervention sur le banc de pierre. Donc oui, c'est bien le banc situé où sera le Grand Belvédère. Pour la petite histoire, j'ai vu des religieuses et la population en réflexion, des soirées autour d'un feu, un élément significatif pour les gens du quartier et les religieuses. Pourquoi ne pas les questionner à ce sujet? Donc, on peut noter. Oui, Madame Hamel? Oui, ben j'ai pris note là, de cet élément-là. On va en discuter pour voir comment on pourrait essayer d'intégrer ça à notre concept. Alors, merci. Est-ce qu'il reste des questions, Madame Lagier? Oui, on a une nouvelle question de Martine Després. Ne trouvez-vous pas que la hauteur des structures verticales sur les pavillons panoramiques viennent nuire à la vue et les photos? Donc, c'est peut-être un commentaire. Je pense que ça a été déjà répondu et peut-être précisé encore une fois, Madame Hamel. Oui, ben on a travaillé très, très fort pour proposer un modèle de garde-corps qui allait minimiser
qui allait obstruer le moins possible les vues, là, donc avec des petits barottins très, très légers, très fins, un accoudoir sur le dessus aussi qui est en bois pour le confort de pouvoir s'y appuyer, qui est aussi très fin là, en épaisseur. Donc, on a travaillé fort pour minimiser ça. On ne pense pas, non, on a étudié différentes vues. C'est sûr que on n'avait pas le choix de mettre un garde-corps à cet endroit-là, là, mais on pense qu'on a une option qui est intéressante puis qui ne nuira pas tant aux prises de photos. Parfait, merci. Donc là, je vais me permettre de lire des commentaires, quelques commentaires qu'on a reçus. Donc, j'ai commencé par les questions, mais il y avait aussi certaines personnes qui ont fait des commentaires. Donc, je vais vous les lire. Puis, pour les spectateurs qui sont encore avec nous, là, n'hésitez pas si vous avez de nouvelles questions là, à nous les poser. Donc, on avait David qui nous disait, donc, bravo, une petite inquiétude. La portion près de l'église, boisée, clairsemée, n'était pas si ouverte il y a peu de temps. Les arbres ont été élagués à bonne hauteur en 2018, détruisant l'aspect naturel et les habitats pour la petite faune et la flore, en plus de favoriser les invasifs. Pourrait-on veiller à ce que ceci ne se reproduise pas pour le reste du sentier? Donc, je pense que ça, on a répondu. Il mentionne que c'est une falaise battue par le vent. Naturellement, on y retrouve une forêt de type Krummholz, vous me pardonnerez si je ne prononce pas bien, c'est-à-dire dense, où les oiseaux trouvent refuge. De longues tiges d'arbres sans branches n'est pas un environnement souhaitable à cet endroit. Donc, c'est noté. Puis, j'en profite pour dire à toutes les personnes qui assistent à la séance que toutes les questions et les commentaires que vous nous écrivez, tout ça est enregistré. Donc, on va pouvoir évidemment les analyser par la suite là, si jamais on en a échappé. Également, je vais vous lire un autre commentaire qui nous avait été soumis par, c'était Lynn Lalancette. Dans quelques instants, je vais le retrouver. Donc, au sujet du stationnement, donc Mme Lalancette mentionne qu'il n'y a presque plus de cases de stationnement sur le site de l'église Saint-Michel. Je ne pense pas que ce soit réaliste et l'ancien stationnement de l'Arena va être rapetissé. Il faut prévoir et soutenir des transports alternatifs. Donc là, je lis ces éléments-là comme des commentaires, mais vous me dites, là, les intervenants de la ville, si vous souhaitez apporter des précisions. Bien, si je peux me permettre, Marie, effectivement, on ne va pas uniquement privilégier l'accès au site par voiture. Il y a le réseau de transport en commun qui certainement donnera accès au site. Là. Je ne connais pas les circuits par cœur, là, mais il y a certainement des circuits qui pourront être empruntés pour avoir accès au sentier via le transport en commun et également le transport actif qui sera privilégié aussi, comme partout ailleurs, là, pour accéder au site. Parfait. Ensuite, on avait 2 commentaires toujours au sujet des chiens. Donc, M. Paradis qui mentionnait les chiens, on insiste car présentement, c'est une occupation canine très forte. Et puis, à l'inverse, aussi, Mme Martine Côté qui mentionne, je comprends la nécessité de gérer la chose, mais je trouve ça quand même dommage pour les chiens qui perdent un espace de liberté. Espérons un peu de tolérance de part et d'autre. Donc, on voit que c'est un sujet là, qui polarise beaucoup. Voilà, donc je crois que ça faisait le tour pour les commentaires. Je retourne dans les questions parce que je vois qu'il y a de nouvelles questions qui sont entrées. Donc, je regarde s'il y a des personnes qui n'ont pas déjà pris la parole. Non, alors j'y vais dans l'ordre à ce moment-là. Donc, Lise, vous mentionnez que le chemin sera une aire de passage. Il y a déjà des personnes qui font des pique-niques. Prévoyez-vous des panneaux pour les interdire? Alors, est-ce que Non, M. Abbé... on prévoit pas de mesures coercitives là, pour empêcher les gens de manger une sandwich ou autre là, sur les aires de repos, sur les bancs. Marie-Josée pourra confirmer, mais on ne prévoit pas l'implantation de tables à pique-nique là, pour inciter les gens à faire des pique-niques. Mais évidemment qu'on ne peut pas gérer là, les gens qui apporteront leur lunch pour manger sur le belvédère, exemple, en famille, lorsque les enfants seront à l'aire de jeu ou autre. Parfait, merci. Parfait. Donc là, on a plusieurs questions concernant le transport en commun.
Donc, Lynn Lalancette qui demande actuellement l'autobus numéro 16 ne passe que quelques fois par jour dans la côte de Sillery. Il faut prévoir davantage. Également, Martine Côté qui demande si on va augmenter la fréquence du 16. Et puis aussi, un autre participant qui nous dit qu'il est très difficile de se rendre à cet endroit via le RTC. Seulement un parcours qui passe très, très rarement. Serait-il pertinent d'en discuter avec eux? Il serait aussi pertinent de donner accès plus facilement au futur développement de la phase 3 de la promenade de Champlain. Peut-être juste préciser, on parle beaucoup de l'accès par l'Église. Je pense qu'il y a aussi l'accès par le domaine Cataraqui, par le chemin Saint-Louis. Là, il y en a d'autres circuits d'autobus qui passent, mais on prend en note vos commentaires également. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Non. Donc, c'est noté les commentaires concernant le transport en commun. C'est parfait. Donc, ensuite, écoutez, je n'ai pas d'autres questions ou commentaires. En fait, j'avais des commentaires qui nous remerciaient. Donc, Madame Lalancette qui nous dit « Le projet dans l'ensemble est magnifique, merci ». Madame Paquet aussi qui dit « Merci pour cette intéressante présentation ». Donc, je me permets de les lire parce que là, on a du temps. Merci pour cette soirée. Monsieur Desgagnes qui nous dit « Merci pour cette soirée, merci pour vos réponses ». Et Suzanne aussi, merci pour cette présentation instructive et détaillée. Alors, merci. Merci à tous. Je vois effectivement qu'il n'y a plus de questions dans notre outil questions-réponses. Il y aura peut-être une dernière question. On pourra le voir. Puis par la suite, je vais inviter Madame Villeneuve pour le mot de conclusion. Donc, c'est un commentaire. Et Monsieur Normand. Non? Oui. C'est un commentaire. Un commentaire de monsieur ou madame Côté. Commentaire, le domaine Benmore est aussi perçu comme une porte d'entrée. Donc, c'est noté. Merci beaucoup. Alors, je vous redonne la parole, madame Bouchika. Oui, parfait, merci. Alors, ça va être monsieur Normand qui va dire le mot de la fin. Alors, monsieur Normand, je le rappelle, il est le président du conseil d'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Alors, monsieur Normand, la parole est à vous. Merci, Christina. Alors, je me permets aussi d'entrée de jeu de remercier l'ensemble des participants ce soir. Merci de votre participation. Merci de votre écoute. Merci de vos commentaires. Je pense que depuis le début de ce projet-là, puis les personnes de l'administration de la ville pourraient en témoigner, là, on a eu de bonnes participations. Chaque fois qu'on est allé vous voir, on est allé à votre rencontre, on a eu de très bonnes participations et de très bons commentaires. Je pense que le rendu qu'on nous présente ce soir fait état justement de cette écoute-là qu'on a eue à l'égard des citoyens. Je rappelle là, que l'idée du sentier est née avec le programme particulier d'urbanisme en 2016. Et c'est important de rappeler que lorsqu'on fait ce genre d'exercice-là, au tout début, quand on présente une vision de la ville, d'un certain secteur, dans ce cas-là, c'était le site patrimonial de Sillery, on avance des idées, on met en place des projets futurs et parfois on a de la misère à bien saisir ce que sera le résultat final. Je pense que ce soir, puis nous, on l'avait déjà vu là, il y a quelques semaines à l'arrondissement, la présentation, et on a été emballés, littéralement emballés, je vous le dirais, là, les 4 membres du conseil d'arrondissement. D'ailleurs, je souligne la présence d'une autre de mes collègues, Anne Corriveau, qui est à l'écoute présentement. Et je salue également Mme Boutin qui est là. Et donc, on a ce soir un projet de qualité. Puis je dirais de qualité supérieure. Honnêtement, là, nous, on le juge à ce niveau-là. On a quelque chose qui est sobre. Il y a une sobriété derrière ce qui a été préparé. Il y a une insertion qui est adaptée à la réalité de chaque milieu traversé. Je pense qu'on l'a bien expliqué. Marie-Josée l'a bien expliqué, Frédéric, Dominique aussi. On a une signature, je pense, distinctive du site patrimonial qui reflète bien la qualité de ce site-là. Et on a une interprétation de l'histoire qui nous transporte à certains égards. Puis c'est ce qu'a réussi à faire, je pense, M. Smith. À chaque fois qu'il nous le présente ou qu'on l'entend, il réussit à faire ça. C'est-à-dire à nous transporter dans l'ambiance de l'époque qu'il cherche à refléter dans chacun des milieux qu'on a traversés. Alors, on vous a écouté ce soir, là, et moi, j'ai retenu 3 choses essentiellement. Il y en a plein, là, mais j'en retiens essentiellement 3. La problématique de la gestion animalière.
je pense, Dominique, Marie-Josée, Frédéric, qu'il faudra avoir une sensibilité particulière par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on vit dans nos parcs en général. Il y a parfois une volonté de vouloir utiliser certains parcs de la ville comme étant des parcs à chiens. On n'est pas encore rendu là dans les parcs à chiens, mais on va y venir un jour. Là. Alors, il faudra trouver des aires où est-ce que les animaux auront leur place, auront leurs aires d'agrément et que les humains aussi auront la leur. Dans ce cas-ci, il y aura peut-être, je pense, un petit souci, une préoccupation là, à y avoir dans la gestion animalière sur les lieux. Je pense que la protection des arbres, ça ressort à plusieurs égards. Je pense que c'est un souci qu'on a, nous aussi. Alors, il faudra peut-être y attacher une attention encore plus particulière pour ce milieu-là. Et j'ai noté aussi une préoccupation là, Dominique, Marie-Josée, Frédéric, là, entre la séparation des espaces publics et privés. Je pense qu'il y a un intérêt légitime là, à vouloir développer cette thématique-là. Et nous, on va devoir y répondre avec les outils qu'on a. Je pense que Marie-Josée a fait état en masse, je pense, de la problématique à ce sujet-là. Puis on a des outils en masse. On a dans notre coffre d'outils, je pense, tout ce qu'il faut pour bien démarquer ou bien délimiter certains endroits qui pourraient être plus problématiques que d'autres. Je termine en disant essentiellement deux choses. Je veux remercier, parce que Joël est à l'écoute encore, je pense, là, je veux remercier le gouvernement du Québec. C'est important de faire ça parce que le 3 millions d'investissements qu'on fait dans cette première phase-là, il est essentiellement lié à la volonté du gouvernement du Québec d'investir dans le site patrimonial de Sillery avec la Ville de Québec. Alors, je veux remercier le gouvernement pour la confiance qu'il nous témoigne. Puis je pense qu'il nous témoigne cette confiance-là dans notre capacité à bien réaliser le site patrimonial, son développement, sa conservation et sa mise en valeur. Je pense que c'est important pour moi de le dire parce que en même temps, on peut tendre des perches. Hein? Il y a encore des phases 2, 3, 4, je ne sais pas combien. Alors, il y aura aussi d'autres investissements. Puis, je pense que le gouvernement n'investit pas de façon désintéressée non plus. Pour lui, c'est important. Il l'a fait beaucoup dans la promenade Samuel de Champlain. Et je pense qu'on a là une belle réponse de complémentarité des rôles sur les différentes sections du territoire entre le bas et le haut de la falaise. Moi, je trouve que c'est fantastique. Et je voudrais en terminant, je le dis souvent, mais je le redis encore ce soir, Dominique, Marie-Josée et Frédéric, là, je veux vous remercier pour la qualité du travail que vous avez fourni dans ce projet-là. Je pense que c'est à souligner et à ressouligner à chaque fois que je vais vous le dire. Là, on a quelque chose de vraiment de qualité supérieure et c'est important pour moi de vous dire encore une fois un gros, gros, gros merci. Alors, à la population, aux citoyens qui ont participé ce soir, je dis aussi un gros merci et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Alors, merci à tous. Ceci met fin à notre séance d'information qu'on espère a été agréable pour tous. En tout cas, il y a plusieurs qui sont restés jusqu'à la fin. Alors, merci encore pour votre participation et en espérant que vous ayez l'occasion bientôt d'aller vous promener sur ce beau sentier. Alors, merci et bonne soirée. Merci, au revoir.